Bonjour et bienvenue sur The Builders Podcast, le podcast qui parle d'entrepreneuriat et d'investissement, mais surtout qui souhaite mettre en lumière toutes les personnes qui bâtissent leur avenir. Nous sommes Jérémy et Manu, entrepreneurs et investisseurs, et après avoir rencontré des personnes tout aussi inspirantes les unes que les autres, nous avons décidé de leur donner la parole. Nous espérons donc que, comme nous, vous prendrez un énorme plaisir à écouter le parcours de tous ces builders. Et bonjour à tous, bienvenue sur The Builder Podcast. C'est Manu. Salut les amis, moi c'est Jérémy. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas pris le temps d'enregistrer une petite intro. C'est clair. D'ailleurs, Ouais. je viens d'y penser, mais le dernier podcast, il est parti sans intro. Parce qu'on n'a pas eu le temps de la faire. Sans intro et puis sans le générique, je crois que tu m'avais dit. Ouais, à la ZUP complet, quoi. Fallait qu'on poste quelque chose aussi parce que ça faisait un mois, je crois, le mois d'août quasiment. On a les 15 dernières, c'est certain. Et ouais, ça faisait un petit moment. Mm. Pourtant, si tu te rappelles, début d'été, on était rempli de plein de bonnes choses en sortant du premier séminaire, en se disant, vas-y, on va tenir la cadence et tout. Et cet été, nos vies ont fait que on a dû réduire la voilure considérablement. Et d'ailleurs, ça fait un des premiers sujets dont on voulait vous parler, où en ce moment, le rythme de un podcast par semaine est difficile à tenir, même impossible. Hmm. Euh, Moi, je suis bien pris jusqu'à début novembre que mon nouveau salarié arrive. Donc là, on va passer sur un podcast toutes les 2 semaines. À voir si on réaccélérera plus tard. En fait, on fera un petit peu comme on a envie de faire, je pense. Mais voilà. Donc ne vous étonnez pas. Maintenant, on passe sur un podcast toutes les 2 semaines. Ouais, je pense que c'est très bien. Et puis, faut pas que, comme on se l'est dit, faut pas que ça devienne une contrainte. C'est Mm. toujours un plaisir à chaque fois qu'on les enregistre, mais là, ces dernières semaines, voilà, ça devenait presque contraignant d'arriver à trouver un créneau. Donc voilà, faut pas que ça en arrive là. Et je pense que le rythme d'un podcast toutes les 2 semaines, il est très bien, puis ça nous permettra peut-être de prendre un peu d'avance aussi. Comme Ouais, ça, on sera exactement. un peu plus tranquille et moins flux tendu. C'est vrai, alors je sais pas si on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui font des podcasts. C'est hyper dur de réussir à trouver de l'avance. Je pense qu'on a réussi une fois à avoir deux, trois podcasts d'avance, mais en 2 semaines, on s'est refait dépasser. Après, on a bon, c'est le format et on l'a voulu dès le début, mais on a une contrainte vis-à-vis par rapport à d'autres podcasteurs. C'est que la moyenne des podcasts, c'est 1 heure, 1 heure 15. Quand nous, on est à 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Ouais. Et en fait, bah, quand on en enregistre un, on sait que ça nous bouffe quasiment une matinée, enfin une demi-journée, quoi, une bonne demi-journée. Mm. Donc, alors que quand tu es sur 1 heure, 1 heure et quart, bah, tu peux en enregistrer deux dans une matinée. Quand nous, on n'en enregistre qu'un seul. Et du coup, du coup, forcément, prendre de l'avance, ça voudrait dire bouffer plusieurs demi-journées. Et avec nos vies respectives et nos business respectifs, c'est un peu compliqué. Ouais, même en fait trouver le temps pour faire les intros parce que il y a eu des fois où la vidéo était pas montée, mais j'aurais pu peut-être me sortir les doigts pour la monter. Mais c'est même trouver un peu de temps pour trouver les intros, où il y a un moment, tu m'avais proposé à 6h30 du mat ou 7h, et temps d'arriver, moi je suis pas trop matinal, j'étais arrivé à 7h15, tu m'as dit, bah je suis parti sur autre chose, donc du coup le podcast n'était pas sorti, et ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Et voilà, pas simple, on a essayé de faire les efforts. Après, on avait aussi le séminaire à préparer, notre deuxième séminaire, donc je vous cache pas que on Pouah. s'est plutôt concentré là-dessus, d'autant plus que là on en revient. Donc tu vas pouvoir nous en parler un petit peu, comment toi tu l'as ressenti de ton côté. Ben, bon, comme on se l'est dit, hein, c'était waouh, waouh, waouh. Là, je pense que, en tout cas, déjà, tu vois, de façon assez égoïste, je pense que pour moi, tout était réuni. C'est-à-dire que moi, en tant que participant, je ne le dis pas parce qu'on l'a organisé, mais en tout cas, c'est exactement le format que j'imaginais, l'osmose que ça devait prendre. Enfin bref, tout, vraiment, il n'y a rien qui n'a pas fonctionné comme je l'aurais aimé. Si ce n'est peut-être la piscine chauffée. Euh... Dédicace à Myriam qui nous ouais, écoute. c'est ça. Donc ouais, tout était réuni et je pense que en fait par rapport au premier qui était très bien, là ce qui a soudé, ce qui a permis d'accentuer encore ce cocon dans lequel on est et dans lequel on se serre les coudes, on se donne des idées. Enfin, il y a une solidarité là quand on est sorti de ce séminaire qui est incroyable quand tu vois les échanges
les échanges dans le groupe WhatsApp. Enfin, franchement, c'est hallucinant. Et tout le monde est passé à l'action et sans attendre, quoi. C'est allé super vite. Et je pense que tout ça, ça a été grâce à deux choses en plus. Donc le format, on l'a amélioré, mais surtout le sport, donc le CrossFit. Ce qui était bien, c'est qu'on avait des coachs, donc Romain et Théo, mais extraordinaires, vraiment, dans la pédagogie, enfin voilà, le smile, la bonne humeur, enfin vraiment incroyable. Et ils ont été super intelligents aussi parce qu'on a quasiment tout fait par équipe, ou on a tout fait par équipe, en fait, il n'y avait rien d'individuel. Donc ça permet de souffrir ensemble, de transpirer ensemble. Et il n'y a rien de mieux pour souder. Et enfin, la cerise sur le gâteau, Terence. Terence, son intervention à la fin, waouh, t'en prends plein la tête. Donc, pour vous dire, on a commencé le jeudi soir et on a terminé le dimanche en fin d'après-midi. Et le dimanche après-midi était consacré à l'intervention de Terence Pellissère. Terence Pellissère qui est coach et préparateur mental formé à l'Académie OL et qui accompagne de très très grands joueurs avec entre autres alors celle sur laquelle il a le droit de communiquer, Selma Bacha. Selma Bacha, c'est combien? 3 ou 4 Ligues des Champions? 4 Ligues des Champions à 22 ans. À Pour vous 22 donner, on ans. parle de Mbappé qui est un joueur hors norme. Tu vois Salma, ouais, c'est encore autre chose. C'est incroyable. 22 ans, Titu à l'OL, Titu en équipe de France. Enfin, c'est Mm. voilà. Et Avec volonté d'être Ballon d'Or en plus. Parce que c'est avec clairement, volonté d'être dans le bain. c'est clairement son objectif. Donc, Donc voilà, et c'est vrai qu'il nous a satellisé voilà, pendant tout l'après-midi. Là, on en a pris plein la gueule et c'était incroyable. C'était incroyable. mm. Je pense qu'on pourra difficilement se passer de lui sur les prochains. Ouais, je pense que ça deviendra. À mon avis, on réduira certaines interventions que nous on fait ou qu'on a organisées sur notre séminaire, notamment la partie objectif, pour la Mm. déléguer à Terence et d'avoir une action un peu plus grande avec lui. Yes. Et toi alors, ton ressenti? Moi, j'ai exactement le même ressenti que toi. Bon, on en a déjà pas mal parlé, hein, parce que je pense qu'on est là, on est mercredi matin. Si on s'est, ça fait, on est rentré dimanche soir et on a dû s'appeler 1 heure chaque jour depuis qu'on est Grave. rentré. Donc, je pense que je t'ai plus appelé que j'ai appelé Eva pour te dire. Pareil. Mais, euh, mais non, non, ouais, même ressenti. Et moi, je dirais aussi mention spéciale à Florent et à Carole, qui gèrent la salle de CrossFit Jonas. Ils nous ont accueillis, on était comme des papes, eux, ils nous ont laissé les clés, la confiance absolue. Florent est passé à l'apéro, nous expliquer un petit peu ben, comment il gérait la salle, comment il gérait toutes ses activités, ses business. C'était super intéressant. Donc ça, c'est pareil, on a prévu bah, de les revoir, hein, tout simplement parce que je pense qu'il y a matière à creuser avec eux. On a, pour pas vous cacher, le séminaire il nous a énormément plu. Alors moi je fais du CrossFit, être dans la boxe où ils sortent des champions qui vont au game, bah, c'est motivant. Notamment on a vu Lucas Euzé s'entraîner, faire un WOD pour la qualif de Dubaï. Ça allait à Ah 2000 ouais, à l'heure. On n'a pas l'impression qu'il souffre. non, puis l'ambiance. Ouais. L'ambiance était dingue, tout le monde l'encourageait. Enfin, on Mm. a vu les entraînements des pros. Lucas Euzé, pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi je le connaissais pas, c'est le numéro 2 français actuellement. Enfin, Cette du moins année, au ouais. dernier, voilà, je sais pas comment t'appelles ça, des championnats de France, non? C'est Ouais, CrossFit c'est les CrossFit Games. national. Donc en Ouais. fait, il y a des petites compétitions. Il a fait deuxième français aux Open. Donc juste derrière Victor, Hofer de mémoire. Donc c'est juste énorme. À Mm. savoir qu'en équipe, Lucas, ils ont fait troisième au CrossFit Games en 2021. Donc ça montre le niveau. Ça Ouais, c'est montre le incroyable. niveau. Et là, on le voyait faire. On était comme des gosses. On avait tous les étoiles dans les yeux. 12 minutes de WOD, c'est allé à 2000. Pouah. Enfin, c'était impressionnant. On a l'impression qu'il prenait pas de temps de pause. Et on a refait le même WOD l'après-midi en équipe. On avait doublé le temps. Bon, le WOD était un petit peu différent, mais bref, on a à peine fait plus de tours que lui. Ouais, Pour vous c'est dire vrai. le niveau qu'il a, c'est juste dingue. Donc, moi, pour moi, séminaire très concluant. Euh, le format était bien par rapport au premier parce qu'on avait aussi rajouté du temps. Mm. Le premier, au final, on était arrivé le mercredi soir et on repartait le vendredi midi. Là, on était arrivé le jeudi soir et on repartait le dimanche soir. Donc, ça faisait vraiment 3 jours pleins ensemble. Et puis, il y avait des discussions tout le temps.
Notamment, on se dit, si on le réorganise, on changera peut-être de maison. Et hier, on discutait avec Manu, par exemple, du temps de trajet pour aller de la maison à la salle, où on veut pas que ce soit trop long. Et en fait, à chaque fois, ça tournait dans les voitures. On n'était jamais les mêmes à monter dans les mêmes voitures. Et on était tout le temps en train de discuter business. Il y avait en fait aucun temps mort. C'est limite si t'avais pas le temps d'aller pisser pendant le séminaire, c'est vrai, hein. Ouais, complètement. C'est clair. Ça allait à 2000. Pendant qu'on mangeait, on en discutait. On s'est couché tard. On s'est couché, je crois, au plus tard à 2 heures. Voilà, on a partagé énormément de choses. Donc, c'était vraiment un bon moment. Moi, franchement, je suis chaud pour le refaire l'année prochaine. On s'est pas encore fixé sur la date. On parlait de février-mars. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire. On ouvrira, je pense que, je sais pas ce que tu en penses, mais Très pareil, tôt. le même nombre de places ou peut-être 8 max. Comme ça nous permet de trouver une bonne maison, de pas être trop nombreux et de vraiment pouvoir passer du temps ensemble. Et sûrement, on rajoutera un jour par rapport à ce qu'on a fait cette année. Ça serait, pour l'instant, rien n'est gravé dans le marbre, hein. Ce qu'on vous dit, c'est à prendre avec des pincettes. Mais voilà, l'idée, ça serait de faire du mercredi au dimanche, mercredi soir au dimanche, et trouver une maison, retourner chez Jonas, et puis avoir une journée entière avec Terence, où là, ça pourrait être voilà, le feu pour tous ceux qui viennent, quoi. Ouais. Et ouais. Non, Donc mais c'est voilà, certain. Après, je pense que ça va se décider assez vite, parce qu'on parlait d'ouvrir les places très très rapidement, histoire que voilà, ça laisse le temps aux personnes intéressées d'y réfléchir, de venir, de s'inscrire, enfin bref. Mais voilà, que chacun ait le temps de voir un peu le format, d'en prendre connaissance et puis de prendre sa décision. exactement. Bon, à part ça, Bah écoute, ça va, passer un bel été, beaucoup de boulot. Bah forcément, vu qu'on est une petite structure, quand j'ai mes salariés en vacances, et bah, c'est moi qui dois un peu me sortir les doigts et compenser le retard ou autre. Donc j'ai pris qu'une petite semaine de vacances sur lesquelles j'ai encore dû bosser. Après, quand on vit des week-ends comme on a vécu, ça vaut le coup de se dire que j'ai bien bossé cet été et du coup je peux partir. Tu vois, j'ai pas bossé du jeudi. On était avec Fabien en train de visiter un immeuble au Puy-en-Velay. Après, on allait au séminaire. Mais là, j'ai pas ouvert mes mails du week-end. Enfin, vraiment à la cool, quoi. Donc, ça me permet de prendre un petit peu de temps. Donc, un bel été. Les LCD ont bien tourné malgré qu'on a eu beaucoup de réservations de dernière minute. On n'a pas eu trop de grabuge. Après, on s'est toujours tapé les voyageurs habituels de l'été, hein, où ils payent 50 balles la nuit, ils pensent être au Ritz et dans les notes, bah, ça se fait ressentir un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, on va sauver le statut de super hôte encore un peu, donc bien content. Bien content, je suis sous compromis sous un immeuble depuis la semaine dernière, un immeuble vers chez nous, pas trop de travaux, juste un petit coup de peinture, les diacs sont en C, prix au mètre carré, un bel achat. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de revente immédiat. Et l'idée, c'est pour l'instant, les appartements sont exploités en courte durée. Et l'idée, ce serait de continuer. L'avantage de ça, d'ailleurs, petit tips, quand vous achetez un appartement qui a déjà été loué en courte durée comme ça, allez voir les commentaires Airbnb. Là, c'était une conciergerie qui l'avait, donc je suis passé sur leur page, j'ai trouvé les annonces et direct, je suis allé voir les commentaires. Au moins, ça permet direct de voir, ben, est-ce que l'appartement, il n'y a pas de problème de bruit, enfin, voir un petit peu tous les problèmes liés à l'appartement. Là, la note, elle était pas folle. Je crois qu'il avait 4,5 sur 5 sur Airbnb. Mais au final, quand tu regardes les notes, c'était énormément de problèmes liés à la conciergerie. Du genre, bah, il manque des fourchettes dans la cuisine, réservation pour 6, mais on a que 3 couteaux. C'était beaucoup de problèmes comme ça. Donc je me dis, demain, moi, la conciergerie, elle va sauter direct. Et après, on va remettre en place les trucs avec mes femmes de ménage et ça va rouler tout seul. Et en plus, on a un grand garage, mais sur lequel on peut pas rentrer de voiture. Au départ, je me posais la question de pourquoi pas le louer en faisant des petites caves et tu vois faire 4 caves et le louer les caves 50 balles par mois. Mais je suis en train de me motiver pour faire une petite comment dire, petite salle de jeu. Alors je sais pas encore trop comment l'expliquer, mais en gros ce serait l'idée de faire une petite partie ciné, tu vois, une grande table pour manger, une partie jeu d'arcade, fléchettes et en gros de proposer ça en plus à la location de l'appartement, tu vois, pour avoir un petit coin très bonne sympa. idée. Et je me dis même, des fois, nous, on fait des repas avec des collègues. En plus, je crois qu'il y a, de mémoire, il y a un compteur d'eau, de ce que j'ai vu, une évac d'eau,
et une arrivée d'eau. Donc ça se trouve, je peux même peut-être installer, tu sais, une espèce de kitchenette en bas et te dire, bah, quand tu fais des repas, tu vois, tu vas là-bas et puis en avant, quoi. Et notamment, nous, on refait toujours des repas avec des amis et on a du mal des fois à trouver un lieu quand t'es 10-12. Là, ça pourrait largement faire l'occasion, tu vois. Tu mets une belle Mhm. tablée et tout, et au moins, tu as un bel endroit pour recevoir les gens, pouvoir faire du bruit, et puis voilà. Donc ça va être à étudier, voir comment on peut faire tout ça. Ouais, puis ça, je pense que tu as moyen de le vendre en upsell assez facilement, quoi. Exactement. Bah, l'idée, c'était voilà, de faire la vente en upsell et puis aussi de dire ceux qui louent que l'appartement, bah, on leur propose en plus. Par exemple, un soir de match, bah, tu peux aller voir en bas le match, tu as un grand écran ou tu vois un écran de cinéma ou autre. Et de dire, quand on loue, l'idée serait aussi de pouvoir louer tout l'immeuble d'un coup et de dire, bah voilà, là, tu as une grande table pour manger et ça, tu l'inclus dedans. Et tu claques des nuits bien plus chères. En plus, on pourra monter quasiment jusqu'à 12 personnes. Donc, Mhm. tu vois, ça permettrait de vraiment proposer une expérience pour les gens qui viennent dans l'immeuble. Donc voilà, petite idée, petit projet du moment. Sinon pas plus. On a pas mal discuté du rachat de l'entreprise sur la boîte d'informatique. Pour l'instant, enfin le propriétaire actuel, pas le propriétaire, mais le gérant, il en veut cher par rapport à ses bilans. Donc là, il m'a réécrit la semaine dernière, j'ai toujours pas répondu. Faut que je m'en occupe. Ouais, puis C'est tu as sûr. recruté depuis le Ouais, dernier. ouais, je sais plus si j'en avais parlé ça. J'ai une nouvelle personne qui arrive début novembre. Donc ça, l'idée, cette personne, elle arrive et moi, je sors de toute la partie code et je fais que de la partie gestion. Donc gestion de projet, après toute la partie commerciale, aller voir les clients, ce que je faisais un petit peu par pointillé. Là, j'aimerais vraiment l'accélérer. Aller voir, prendre beaucoup plus de contacts. D'ailleurs, depuis la dernière fois, bah, on est partenaire de l'ASM, donc l'ASM Clermont-Auvergne, le club de rugby. L'idée, c'est, ils ont une association qui s'appelle l'ASM en mêlée à côté. L'idée, c'est d'aller pouvoir rencontrer des dirigeants d'entreprises qui sont dans cette association. Donc là, c'est pareil. L'objectif, c'est d'avoir des contacts pour développer du business. Donc ça a un coût, hein, parce que les places de l'ASM, c'est pas donné. Surtout qu'on s'est fait plaisir, on a pris l'accès à l'open, donc tu sais, au petit four et tout derrière. Ouais. Mais voilà, maintenant, il va falloir que je charbonne, que je sorte ma casquette et que je me sorte les doigts pour aller chercher du business en face. Ouais, ça va vite être amorti, moi, quand tu m'expliquais un peu ce que ça coûte. Ouais, c'est un budget, mais tu Ouais, passes en en gros, charge, derrière, tu signes un contrat, c'est bon. ouais, c'est autour de 5000 balles, en gros. Ouais. Pour les deux places. Après, je me dis, bah voilà, j'ai déjà prévenu des clients. Donc, il y a un match ce week-end, c'est match à l'extérieur de mémoire. Et week-end d'après, c'est match à la maison le dimanche soir. J'ai prévenu un de mes bons clients, donc on va aller au match. 2 semaines après, il y a un autre match, j'avais prévu un autre client. Et comme ça permet aussi de dire, ben, les clients, vous venez, enfin, vous nous filez du travail, ben, on passe un moment un peu hors du boulot, et puis on va manger ensemble, on va boire une bière, et tout le monde est content. Mhm. Donc c'est aussi pour remercier un petit peu tout le monde. Donc c'est bien, je trouve. Ouais, ouais, je pense que c'est un très très bon investissement. On en reparlera dans quelques mois, mais à mon Exactement. avis, tu vas vite retomber sur tes pattes. Bah, c'est l'objectif, hein, c'est l'objectif. Puis même que pas forcément que sur la partie informatique. Ça peut peut-être amener à autre chose sur la partie immobilière ou quelqu'un qui vend un local, tu vois, ou quelqu'un qui a besoin d'héberger des salariés, ben voilà. Mhm. Donc l'avantage d'être multicasquette, c'est qu'on peut répondre à différentes propositions. Donc voilà pour mon été. Ici, on était sur un immeuble au Puy-en-Velay avec Fabien, où il y avait locataire dedans, la CGT. Je pourrais vous mettre en photo si vous voulez. J'ai pris une photo avec le drapeau de la CGT, je suis magnifique dessus. Elle est belle. Et du coup, moi je l'avais visité. L'objectif c'était l'achat pour un rendement locatif. Il y avait eu une offre qui a été refusée par le propriétaire, sachant que tout l'immeuble est payé parce que eux, ça fait plus de 20 ans qu'ils l'ont. Donc ils ont eu une belle offre, mais ils l'ont pas acceptée. Et là, on a fait une revisite avec Fabien justement, et au moment de cette revisite, en fait, il y a une association, il y a une des personnes de l'association qui nous dit en gros, ben, si vous reprenez, est-ce que vous allez nous mettre dehors? Donc l'agent immobilier dit, bah non, non, écoutez, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de travailler la continuité. Et elle dit, ah d'accord, parce que ça nous arrangerait. Et donc du coup, moi, je creuse un peu, je dis, bah pourquoi et tout. Elle me dit, bah non, parce que là, il y a un autre local où on est en train de faire des travaux et l'idée, c'est qu'on déménagerait.
Sauf que là, c'est plus la même mayonnaise parce que tu perds quasiment la moitié de tes loyers et après, il faut réussir à relouer les 400 mètres carrés. Mm, Donc après, l'agent IMO, elle nous disait non, mais sinon, vous pouvez changer d'usage et puis faire du locatif. Sauf que là, tu vois, faut tout péter parce que bah, c'est des piliers pour le coup, ça se pète assez bien. Et après, il faut refaire toutes les distribs d'eau, les compteurs EDF, les colonnes NJ. Enfin bref, il y a un boulot de titan. Donc c'est plus du tout le même investissement. Donc on va surveiller ça de loin et puis on va voir dans les semaines à venir à ce qu'on fait, si on bouge ou pas. Ouais, c'est toujours simple pour les agents immobiliers. Ouais, bah, avec Et le pognon des déjà, autres, moi aussi je fais des merveilles, hein. avec voilà, claquement de doigts. Ouais, mais c'est voilà, c'est toujours, toujours simple. Sinon, voilà, je pense que c'est à peu près tout pour mon été. À peu près pas mal. Tous les projets avancent bien, que ce soit le marchand de biens, le placo est quasiment fini, ils vont attaquer la peinture. Là, je vais aller vite fait à midi chercher le carrelage qui manque pour faire la faïence de la salle de bain. Donc non, non, ouais, tout avance bien. J'ai eu les projets de l'architecte pour un appartement de 30 mètres carrés qu'on doit refaire aussi. Donc, il faut que je choisisse le projet que je souhaite et je lui valide. Comme ça, après, on attaque les travaux en conséquence derrière. Mais ouais, je suis content. Je pense que d'ici fin octobre, mi-novembre, on aura fini 2 appartements en plus. C'est beau. Donc, ouais. Là où, par contre, on se pose des questions, c'est que le projet de marchand de biens, on nous a annoncé en fait un prix de revente égal à notre prix de revient pour l'instant, parce que le marché a baissé et on a changé d'artisan, ça nous a coûté un petit peu plus cher. Donc, pour l'instant, on sait pas ce qu'on va faire. On va essayer de le mettre en vente au prix que nous on pensait, en se disant, ben, quelqu'un qui a le coup de cœur, tu vois, ça pourrait aider. Et sinon, on a dit qu'on le passait en LCD le temps, histoire de récupérer un petit peu d'oseille tous les mois. Et puis après, tu vois, peut-être des fois, le fait de le meubler, de faire une belle déco, ça Mm. pourrait aussi déclencher le coup de cœur. Donc, donc on sait pas trop. On va voir. On va étudier ça dans les prochains mois. On va étudier ça dans les prochains mois. Ah, t'as bien charbonne hein, quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, c'est ce que je m'étais dit, sorti du premier séminaire, c'était un petit peu mes objectifs. Et au final, en 2 semaines, j'avais rempli des objectifs. Donc là, sur le deuxième séminaire, je me suis mis des objectifs beaucoup plus gros. T'as fait le grand écart. Ouais, j'avoue. Bah, disons que quand tu mets en objectif la Lambo dans 24 mois, au moins c'est bien, ça prépare mentalement à se sortir les doigts. Donc ça, c'est C'est plutôt ça, cool. C'est c'est plutôt ça, cool. c'est ça. Et d'autant plus que hier, j'ai booké mon rendez-vous avec Terence aussi. Ah, top. J'ai rendez-vous vendredi après, mais on fait une petite visio. Donc la visio d'un quart d'heure qui est gratuite. L'idée, c'est de faire le point un petit peu sur là où il peut m'accompagner. Et après, l'idée, ce serait de prendre bah, soit un forfait, soit sinon un forfait, donc c'est une fois par mois, ou soit sinon peut-être des petites demandes ponctuelles en fonction tu vois, des échéances que j'ai ou si j'ai un coup de mou ou autre. Donc à voir avec lui. J'ai hâte en tout cas d'être vendredi là-dessus pour t'en dire plus. Ouais, mais ça va être dingue, c'est Ah, certain. ça va être le feu, ouais. Du coup, on en parle, mais sachez qu'il y a 15 minutes gratuites, donc on pourra vous mettre le lien. Vous cliquez sur le lien, vous avez 15 minutes pour échanger avec lui sur d'éventuels projets, blocages. Donc, c'est un coach et un préparateur mental, donc que ce soit sportif, entrepreneuriat ou autre. Voilà, il y a possibilité d'échanger pendant 15 minutes avec lui, donc n'hésitez pas à le faire, ça coûte rien. Mm, Puis après, si une de ces formules vous intéresse, vous pouvez, euh, vous pouvez partir là-dessus. exactement. Et toi, ton été du coup? Parce que j'étais un peu long, là, je suis désolé, j'ai fait un petit monologue d'un bon quart d'heure. Non, non, mais c'était intéressant. Bah écoute, mon été, alors moi avec ma mémoire de poisson rouge, tu vois, c'est que j'ai déjà oublié ce que je faisais hier presque. Non, ce que je vais retenir, c'est qu'on a pris une semaine de vacances, une seule, et qu'on a pris la dernière semaine d'août. Et honnêtement, tous les apparts qui étaient vides, ça s'est tout booké à ce moment-là. Donc au final, j'ai bossé, allez, en tout et pour tout, je pense deux matinées et demie. Voilà, donc c'était pas, voilà, j'ai pas coupé réellement et à refaire, on partira plus fin août. Voilà, ça c'est ce que j'en retiens. Après, ça avance sur pas mal de projets. J'en parle pas trop, tu sais, toi tu es au Mm. courant parce qu'on s'est tous les jours au téléphone quasi, mais j'en parle pas trop parce qu'il y a rien de fait.
mais il y a des offres en cours, il y a potentiellement des projets de marchands. Voilà, donc on essaie d'avancer un petit peu sur l'investissement tout en essayant de développer les autres business, ce qui est très compliqué parce que je reprends toujours cet exemple des vases communicants, mais quand tu mets le focus un peu plus, comme toi avec ta boîte, quand tu as mis le focus sur la boîte, tout de suite tu as vu le chiffre d'affaires qui a augmenté. Là, c'est un peu pareil. En ce moment, je mets beaucoup le focus sur les invests et au détriment de la transac, de la conciergerie, de la société de vente de leads, My Legacy. Donc voilà, faut arriver à trouver le juste milieu, c'est ce qui est le plus dur. Et tu vois, je réfléchis à me décharger de certaines choses parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui font que je pense que je suis pas totalement focus sur certains business qui sont selon moi les plus rentables. Donc voilà, déjà on a pris la décision de lever un peu le pied sur la partie podcast en fournissant un épisode de qualité toutes les 2 semaines, plutôt que de faire des trucs un peu trop à l'arrache toutes les semaines. Et puis ouais, il y a d'autres choses qui me laissent, tu vois, la partie ambassadeur Airbnb, c'est du bénévolat, même si ça me prend pas un temps de malade. Donc, je réfléchis quand même peut-être à laisser tomber cette partie-là. Donc voilà, rien de très concret. Il y a des mandats qui sont rentrés, il y a des ventes qui se sont faites, mais voilà, ça suit son cours, mais jamais assez vite. Bon, ça a toujours. Après, il y a quand même du lourd qui arrive parce que t'as ton projet Airbnb qui va avancer un petit peu aussi. T'as Ouais, c'est vrai. quasiment C'est vrai que j'en ficelé. ai pas. Ça, je pense que Ça, tu peux en parler parce que pour le coup, t'as quasiment ficelé les artisans. Donc, ouais, voilà, il y a le financement. Normalement, les artisans, c'est bon, donc ça devrait commencer courant octobre, j'espère avant le 15. On espère une mise en exploitation début janvier, quoi. Enfin, début 2025, janvier, février. Donc ça c'est cool, appartement à thème. Voilà, on va tester cette niche là, en espérant que ça génère un peu plus que le premier qu'on a. qui tourne déjà bien. Qui tourne déjà très bien. Ah, on a fait une très très belle année. Mm. Ah ouais, à contrario, tu vois, à la différence de certains, enfin comme on l'entend de façon de manière générale, nous l'été était quasi booké. Allez, on va dire qu'il y a peut-être 15 nuits qui ont été bookées plus ou moins au dernier moment. Tout le reste c'était booké en avance. Le mois de septembre, on avait dès juillet 15 nuits qui étaient déjà bookées. Et là, on a fini par quasiment le remplir. Je crois qu'on n'a pas loué 4 nuits, ou 4 ou 5 nuits. Et voilà, octobre, pareil. Alors, j'ai changé un peu la stratégie au niveau des prix. Tu vois, nous, on facturait un prix ménage compris. Donc, on avait, je vais vous donner un ordre d'exemple, on facturait 55 € la nuit. Là, sans frais de ménage. Là, j'ai rajouté des frais de ménage, mais par contre, j'ai passé la nuit à 35. Ok. Ce qui fait C'est que, perçu comment du coup? écoute, j'ai eu une seule réservation depuis que j'ai fait ça. Ça fait 10 jours. Donc, tu vois, ça m'a pas amené grand-chose. Mais l'idée, en fait, derrière tout ça, c'est de toucher des personnes qui resteraient plus longtemps. Parce qu'on a, sur le mois de septembre, eu 2 réservations de 2 nuits. Donc sur 20, allez, on va dire 25 nuits, je vais arrondir à 25 nuits. 25 nuits, je pense qu'il y avait un peu plus, 26 ou 27, mais sur 25 nuits bookées, on avait 4 nuits, donc 2 fois 2 nuits. Et après 21 nuits, donc sur des séjours que d'une seule nuit. Ok. Et en fait, ça, là, on a délégué, s'il y a un point important, on a délégué aussi la gestion du linge, donc entretien du linge. Donc forcément des frais en plus. Et en fait, l'idée, c'est de venir marger un peu plus en ayant des séjours plus longs et par conséquent, des frais de ménage et de linge moins élevés. Parce que là, on se retrouve avec des factures. Je vais avoir 23 interventions ménage et 23 fois du linge à gérer, avec Ok. notamment de jeux de lit pour une majorité des réservations. Ok. Tu sais que sur Airbnb, tu peux mettre des ménages pour court séjour et pour long séjour. Moi, je joue avec où en gros, je me mets pour les courts séjours, je me mets pile à ce que ça me coûte. Et pour les longs séjours, je majore un petit peu. Tu majores pour les longs? Ouais.
Ok, ouais, parce que tu te dis que ça s'est lissé dans Bah, c'est le... lissé en fait sur les 2, 3 nuits. Alors je crois que court séjour, ça doit être 2 nuits de mémoire. Et Ouais, long séjour, je crois que c'est au-dessus de 3 nuits. ok. Mais Bah, tu vois, je savais même pas. comme ça, c'est lissé. Et du coup, ça permet de, pour ceux qui viennent 1 nuit ou 2 nuits, bah, t'arrives à rester compétitif. Et sur les autres, c'est noyé sur la durée, donc ils le sentent pas. Tu vois? Ok, ok. Bah, c'est très bon à savoir. Et j'irai jeter un coup d'œil parce que je ne le savais pas et moi, c'est un tarif unique. Donc, je reste, je reste compétitif sur une nuit, mais ouais, je reste compétitif sur une nuit. Mais tu vois, plus les mois vont passer là, octobre, novembre, à mon avis, on sera, enfin, même novembre, décembre, on sera un petit peu au-dessus du prix du marché. Par contre, j'ai regardé sur 6-7 nuits, on est très, très, très compétitif. Et Ouais. ça couvre les frais et on marge plus en fait quand je déduis les frais qu'on a par rapport à quand on loue une nuit, on marge bien plus Mm. sur un séjour de 3, 4, 5 nuits. Donc là, on en a eu un de 4 nuits. Et, euh, et puis le but, voilà, c'est d'en accrocher des comme ça, parce que là, il va y avoir de plus en plus de travailleurs l'hiver. Donc le but, c'est de toucher ces travailleurs-là qui ont un panier, un panier pour leur déplacement. Et souvent, bah, voilà, ils aiment bien garder un peu de Peu cash de là-dessus, l'oseille. donc ils vont au plus intéressant financièrement. Et puis ce qui m'a amené à ça, c'est que on a fait un mois d'août avec un appart en conciergerie sur Bourg-en-Bresse, euh, de dingue, mais vraiment de dingue, avec des résas de malades. Et là, aujourd'hui, j'ai un locataire qui est rentré pour 28 nuits. Voilà. Donc, C'est beau ça. ouais. Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver à choper des gens. Alors, 28 nuits, c'est énorme, mais c'est d'arriver à choper des voyageurs qui restent, je sais pas, 8, 10 jours. Voilà, si ça peut nous faire 4, 5, 6 interventions dans le mois, c'est bien. Euh, la difficulté, c'est de trouver le juste milieu et de pas, enfin, quand même fidéliser nos équipes de ménage en leur donnant à bouffer. Donc voilà, trouver le juste milieu entre d'une nuit où ils interviennent tous les jours et éviter quand même qu'il y ait trop de 28 nuits parce que là, ça fait une intervention dans le mois. Mm. Et Après, là, pour le 28 nuits, il faut proposer à ton voyageur un ménage, un ou c'est deux fait. ménages au milieu, tu vois. J'en ai parlé déjà au propriétaire. Et si le propriétaire est intéressé, ben, on lui facturera un ménage au Mi-séjour, ouais. moins ouais, mais 6 jours, exactement. Ouais, là, 28 nuits, moi, j'en ferai un tous les 10 jours. Comme ça t'évite les grosses surprises de retrouver l'appart trop sale. Parce qu'il y Ouais, en a, ouais, ouais. nous, on a déjà eu le cas où il y en a, ils viennent 3 semaines, ils font rien en ménage pendant 3 semaines. Et du coup, ta société de ménage se retrouve à faire 3 heures d'un coup. Alors, suffit que la journée soit un peu charrette, ça met tout le monde en difficulté. Ouais, ouais. Yes. Voilà pour ma Bon, part. pas mal tout ça. Sinon, j'ai vendu mes ETF. Ah oui. Je sais qu'on a eu un petit Vas-y, sujet de explique discussion ton. dessus. En Ah fait, bah, bon, ça fera partie du podcast dans 15 jours aussi, du mais prochain vas-y, podcast. parle-en rapidement. Euh, En fait, ce qu'il y a, c'est que tout le monde dit d'aller sur les ETF, c'est une bonne chose, hein. J'ai pris, là, j'ai la page ouverte sous les yeux, je suis à 30% en plus-value latente. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est de l'argent que je touche pas et dont je fais rien. Donc c'est bien, je serai à ma retraite, j'aurai un gros portefeuille en ETF. Mais à un moment, faut revendre. Et là, ce qu'il y a, le constat, c'est que j'ai des travaux un petit peu à payer partout. Il va y avoir un apport en frais de notaire à faire pour l'immeuble. Du coup, il me faut de l'oseille. Et je me dis que l'oseille des ETF que je vais utiliser là va me rapporter beaucoup plus d'argent à court terme que ce que, en fait, vont me rapporter les ETF à long terme. Donc là, pour la faire courte, en fait, un appartement refait avec ce que j'ai sorti, ça va me rapporter 1000 balles tout de suite. Là où les ETF, c'est du pal, enfin, disons que on peut pas, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais en gros, ça sera pour plus tard, quoi. Dans Ça ta sera pour plus situation tard. actuelle, en Si fait, on revient, tu bah, as, si on- étant donné que tu es en phase d'accélération, tu as besoin de cash pour lever de Hmm, la dette et faire du cash que tu pourras réutiliser tout de suite pour derrière refaire du cash, etc., etc. Alors que les exactement. ETF, ben, c'est du cash que tu places, oui, intérêt composé, etc. Mais tu en verras vraiment et réellement la couleur dans 25 ans, 30 ans. Hmm. C'est ça surtout. En fait, je me suis aussi dit
lui, comme tu dis, on est en phase d'accélération. Euh, on a encore des projets. On a encore des appartements en travaux qu'il faut finir. Et en fait, je me dis, cet argent, ben, il est mieux dans les travaux pour faire avancer tout le bateau plutôt que sur un ETF qui, voilà, on s'en servira dans 10, 15 ans. Donc, euh, donc j'ai décidé de sortir. Je re-rentrerai plus tard. Par contre, c'est sûr, quand tu vois, si on revend l'achat-revente, ben, je re-rentrerai peut-être l'argent que j'ai sorti, tu vois, sur 6 mois pour réétaler. J'aurais peut-être un petit peu perdu, mais au final, je me dis que ce que ça va nous permettre de débloquer derrière est beaucoup plus gros que ce que nous apportent les ETF au quotidien. Ouais, bah tu vois, on en a parlé et je pense à ça là parce qu'on est en train de discuter. Moi, j'ai des actions en direct sur un. Alors, les ETF, je suis pas pour les vendre, comme on en a déjà parlé. Par contre, j'ai des actions en direct sur merde, un CTO. Et ça, à la rigueur, tu vois, il y a peut-être intérêt à liquider, même si c'est pas grand-chose, à voir ce que ça donne. Mm. Parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, et en fait, j'ai une partie CTO, alors c'est 1% de ce que j'ai, le reste est en ETF, mais voilà, ça peut peut-être être intéressant dans l'optique d'un projet de marchand, d'en liquider une partie. Voir Bah, en fait, c'est moi ce que je regarde à l'instant T, c'est la vélocité du cash. Ça, c'est un Mhm. truc que Yann Darwin dit beaucoup. Là où il y a de l'attraction en ce moment, ben moi, c'est sur mon immobilier locatif ou le marchand de biens. Donc, vaut mieux que j'utilise cet argent-là pour débloquer des situations ou éviter, parce que j'ai une gestion des finances un peu particulière où j'ai pas d'argent de côté ou quasiment pas. Après, j'ai des gros comptes courants d'associés sur, que ce soit sur ma boîte d'informatique ou sur ma SCI. Et eux, par contre, elles ont de la trésor. Donc l'idée, c'est de faire un peu les vases communicants quand j'ai besoin de sortir d'un endroit pour mettre dans l'autre. Du coup, je me dis, ben, cet argent que j'ai en nom propre, ben, ça m'évite d'aller chercher sur une des boîtes, je peux le mettre directement dedans. Mhm. Donc voilà, c'est l'idée. J'ai aussi de la crypto, mais pour l'instant, la crypto, si j'y vais, ce sera vraiment parce que je suis en train de manger des pommes de terre depuis 6 mois, quoi. Et sinon, il est hors de Bien question d'accord, pour l'instant que je bouge une oreille sur la crypto. je suis bien d'accord. Là où la bourse est moins cyclique, alors si, il y a des cycles, mais ça reste quand même, si tu défocuses sur 20 ans ou 30 ans, c'est une courbe qui monte. Là où la crypto, pour l'instant, on a des cycles, donc tu sais que tu peux être en haut, revendre. Enfin, je sais très bien que si dans la crypto, si le bull run s'active, par exemple, alors j'ai pas une boule de cristal, mais je suis convaincu que si demain Trump est élu, avec tout ce qu'il dit en ce moment sur la crypto, je pense qu'on peut commencer à partir sur un début de bull run, ou du moins C'est voir le clair. Bitcoin dépasser les 73 000, son ATH actuel, enfin son meilleur ATH. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense que ça peut commencer à sentir bon. Donc, je regarde des fois mon portefeuille. Le Bitcoin est quasiment à son ATH. L'Ethereum, on en est loin. J'ai d'autres cryptos, que ce soit du Solana, du Matic. Le Matic, je crois qu'il est à 40 centimes, là où son plus haut est à 2,92. Donc, ce serait con de le vendre parce que demain, tu te dis si le Bitcoin il explose et il amène tout le monde, j'ose espérer que au moins toutes ces cryptos retournent jusqu'à leur ATH. Donc ça veut dire faire un x7 quasiment sur les lignes que j'ai sur ces positions-là. Donc c'est pour ça que je trouve ça con de vendre ça maintenant. Là où les ETF, je me dis ben je les ai achetés à un prix, j'ai pris 20% ou 30%, ben demain je rachèterai et puis sur 3, 4 ans, ben je reprendrai mes 20-30%. Disons que c'est plus linéaire, j'ai l'impression. Bah, il y a moins de volatilité, ouais. Donc, Mm. on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'étant donné que toi, tu veux accélérer, euh, bah alors ça peut être comme, dans un sens comme dans l'autre, donc il faut faire attention, hein, mais si ça part à la hausse, tu auras tout intérêt à avoir de la crypto plutôt que des actions ou Mm. des ETF. Complètement, Tu nous complètement. présentes l'invité? L'invité, vous le connaissez, c'est celui qui nous a martyrisé 2 années de suite, alias Boubou. Je crois qu'il déteste que je l'appelle comme ça. Ouais. Mais franchement, c'est un plaisir quand je suis loin de lui de l'appeler Boubou. Donc Quand tu l'invité es du loin de jour, lui, ouais. c'est... Ouais, ouais, vraiment loin. Puis quand je dis loin, c'est minimum 3 mètres. Parce que déjà, il se déplace vite et il a des bras assez longs. C'est clair. Non, l'invité du jour, c'est Bourama, qu'on a rencontré via les Gentlemen, qui est combattant professionnel. Notamment, il a combattu il y a pas longtemps au Cage Warrior, où il fait 2 combats dans la même soirée.
Le premier qui gagne et le deuxième, il perd, mais sur décision des juges, et c'était même pas décision unanime, c'était décision partagée. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit, non? Ouais, ouais. Et du coup, c'est dommage, ça joue vraiment à pas grand-chose. Après, de ce que j'ai entendu, son opposant, c'était un peu le champion du Cage Warrior, donc la seule solution de gagner, c'était de le mettre un KO, parce que tu savais que si t'allais en décision du juge, ça devenait compliqué. Donc voilà, Boubou a décidé de passer dans le podcast cet été. Donc il nous a fait un petit podcast sympa. Sa maman nous a beaucoup appelé, enfin l'a beaucoup appelé pendant le podcast, ce qui fait il y aura des petites interruptions. Donc j'ai essayé de faire au mieux avec le montage. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Voilà, sinon, si, il y a un petit truc sympa qu'on n'a pas parlé cet été. Bon, on en parlera au prochain podcast. Allez. Sur ce, Le teasing. on vous souhaite une belle écoute. Profitez-en bien et puis on se voit de l'autre côté. Allez, ciao. Ciao, ciao. Et bonjour à tous et bienvenue sur The Builder Podcast. Bon, moi c'est Jérém, comme vous pouvez le voir, j'ai mué au niveau de la voix. Je vous présente mon co-animateur qui s'appelle Manuel, qui est présent avec nous. Et aujourd'hui en invité, on a Bourama, dit Boubou. Je le dis à distance parce que sinon il va me tabasser. Mais voilà. Bourama Manu, ouais, Bourama. Bourama le beau gosse. C'est ça, je suis avec vous aujourd'hui. Oh, ça fait plaisir, ça fait Et plaisir. bah écoute, ouais, on a galéré pour trouver un moment pour t'avoir mon petit Boubou parce que t'as une vie plus chargée que nous. C'est clair. Un peu. Entre tous les entraînements, j'imagine que c'était Ouais, l'entraînement, la sieste, à manger, c'est la course. l'immobilier aussi un petit peu. L'immobilier, mais ça me prend moins de temps quand même. Ouais. C'est pas ce qui est chronophage, moi. Parce que j'envoie des vidéos de mes combats aux locataires. Du coup, ça règle. Franchement, ça règle des situations. Le mec, tu lui Mais dis, tu bah sais, voilà, mon métier c'est ça. S'il y a un impayé, je viens. Non, mais tu sais que sur WhatsApp, vu qu'ils ont tous mon numéro et qu'ils ont tous WhatsApp, à chaque fois, après les combats, je mets les vidéos, les scènes, les passages. Ah, ils doivent- Ça C'est doit pas pour tirer rien. dessus. C'est pas pour. T'imagines, tu reçois le contrat de bail par mail à signer et t'as une vidéo en dessous, c'est quoi ça? Tu cliques dessus, tu le vois arracher des têtes. C'est bon ça. Putain, je vais faire Bon, pareil. j'explique un peu la trame et puis après on va te laisser la parole. Donc déjà pour ceux qui ne te connaîtraient pas, la première étape c'est de se présenter. Après on aime bien passer un moment, mais encore une fois tu dis ce que tu veux. Voilà, entre nous, on fait pas autant d'écoute que les gentlemen, donc tu peux en dire un peu plus si tu veux. Ouais. On passe un bon moment sur l'enfance, voilà, le cadre familial, dans quel comment s'est déroulé ton enfance, parce que on part sur le principe que, je le dis à chaque fois, mais ça construit, ça détermine beaucoup les personnes qu'on devient. Ouais. La scolarité, comment tu étais à l'école, éventuellement les premiers jobs, enfin le premier job, tes débuts. Alors, en fait, on aborde les débuts dans l'entrepreneuriat. Toi, tu en as fait via l'immobilier. Il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas. Mais on part aussi sur le principe que ta carrière de sportif, en fait, c'est une carrière d'entrepreneur. Donc, voilà, nous parler un petit peu de comment tu en es arrivé là. On aime bien passer, et ça, tu auras peut-être des tips à nous donner. C'est un vrai sujet, du temps sur la comment tu gères ton temps pro, ton temps perso, avec alors le sport, toi, pour le coup, c'est ton job, mais les amis, la famille, les temps un peu plus relax. Tes plus gros gains, enfin gains et réussites, et tes plus grosses difficultés, on va dire, parce que j'aime pas parler d'échecs. Et puis enfin, comment tu gères ton oseille aujourd'hui, où est-ce que tu investis, est-ce que tu te fais plaisir, avec quoi, comment, etc. Ok. Eh ben allez, on te laisse commencer. Présentation. Juste en préambule, on se connaît grâce aux Gentlemen Investisseurs, donc Yann et Tony. Ouais. Merci à eux. Et on s'est rencontrés avec Bourama au séminaire MMA 2023. Ouais, les étant deux. donné 2023, et on a refait le 2024, donc on a aimé ça. Parce que c'est toi qui donnais les cours de MMA. Ouais. Je vais te laisser te présenter, je vais pas trop spoiler. On Ouais. s'est fait Alors moi, c'est. Juste avant qu'il t'attaque, on s'est fait martyriser 2 fois et le pire c'est qu'on y retourne, quoi. On est vraiment des gogoles. C'est pas moi le responsable à chaque fois. Non, devine.
Allez, vas-y. Alors moi, c'est Bourama Kamara, combattant professionnel de MMA aujourd'hui. Alors, je me présente. Comment je me présente? Je suis né au Mali, grandi jusqu'à l'âge de 8 ans au Mali, élevé par ma tante. Mes parents, ils étaient partis en exil, etc., vers plein de pays, et puis ils ont fini finalement en France. Et moi, beaucoup plus jeune, ils m'ont un peu laissé avec ma tante et tout pour m'élever, parce qu'eux, ils devaient aller chercher l'argent, l'oseille, entre guillemets, parce que il fallait remplir, bah, il n'y avait même pas de frigo, donc il fallait remplir le L'estomac. garde-manger, il fallait remplir le garde-manger d'une façon ou d'une autre. Donc, eux, ils ont dû partir aller chercher un peu plus d'argent et un peu élever socialement la famille globale. Ensuite, moi, à l'âge de 8 ans, je débarque en France après l'installation, etc. de mes parents. Je commence l'école bah, direct. C'était en 2005. Donc, du coup, je suis venu et un mois après, c'était les émeutes de 2005, pour ceux qui ont connu. C'était- Donc, moi, je me je rappelle viens pas du là, tout. les émeutes de 2005, c'est Ziad Bouna, Ok, la centrale EDF. ok, ouais, je vois. Voilà. Et moi, j'étais en France depuis seulement un mois et demi, et je comprenais pas ce qui se passait. Moi, je me dis, mais c'est pas possible, c'est quoi, ça en est où? C'est la guerre civile. Et je parlais même pas encore français. J'ai appris le français du coup en France, et voilà. T'as des frères et sœurs? Et bah, j'ai fait le. Ouais, j'ai des frères et sœurs. J'ai mon frère qui est né lui aussi au Mali avec moi, et les autres ils sont tous nés en France. Et ton frère, c'est un grand frère, C'est un petit frère. c'est un petit Moi, frère? je suis le plus Et grand, hein. t'as grandi avec lui chez ta tante? C'est ça. Ok. Ouais, C'est ça. parce qu'on a eu Sheik, tu vois, ben, cette semaine. Ok. Et ben, lui, enfin, il nous disait que il avait été élevé en partie par sa tante Ok. Ouais. et Ça que se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. exactement. Ça se fait beaucoup parce que voilà. Et puis les parents qui partent, c'est pour aider toute la famille. Du coup, tout le monde accepte qu'il n'y a pas de. Tu l'as vécu comment, toi, ça? C'est pas avec le recul là. Avec le recul, je l'ai pas mal vécu parce que jeune, bon, tes parents, oui, jusqu'à l'âge de 8 ans, est-ce que t'en as. Moi, parce que j'étais entre des cousins beaucoup plus vieux, etc. Du coup, j'ai pas vraiment senti qu'il n'y avait pas les parents et tout. On était tous élevés pareil. On était quatre dans une chambre. Bon, c'était pas. Bon, aujourd'hui, avec du recul, oui, bon, ça a dû être difficile, mais en vrai, ça va. Tu vois. Si tu compares la population au Mali, bon, il y a bien pire et puis c'est rien, mais ça rapproche aussi les gens et moi, je pense que j'ai aussi une certaine, une certaine complicité avec mes cousins, etc. Donc, moi, j'ai absolument rien par rapport à ça. Moi. Je pense que mes parents, ils ont vécu leur vie, ils ont fait le max pour nous. Et ils ont aussi fait des sacrifices parce que il faut bien comprendre que eux, ils ont quand même laissé leurs enfants. Les Mhm. enfants, ils sont pas assez grands pour comprendre ce qui se passe, mais eux, ils l'étaient. Donc, c'est plus eux qui ont plus souffert que moi, je pense. Moi, je Ouais. l'ai très bien vécu. Et tes conditions de vie au Mali, enfin que tu peux nous dire un petit peu par rapport à parce que du coup, est-ce qu'il y a un gros gap? Tu dis il n'y avait pas de frigo quand t'es arrivé en France. Est-ce que ça t'a, enfin, t'étais, je sais pas, tu peux nous en dire un peu plus? Moi, je me rends pas du tout compte. Je suis jamais allé au Mali. Non. Ouais. Bon, maintenant, ça a un peu changé par rapport à avant, quand même. Ça remonte à il y a presque 20 ans maintenant. Ah, parce que t'as pas donné ton âge. J'ai 26 ans. C'est beau. 26 ans, 8 ans, 26 ans, voilà, ça fait 18 ans, quoi. Donc, voilà, au Mali, la vie, elle est complètement différente. Aujourd'hui, ça a un peu évolué, mais il n'y avait pas de frigo. De toute façon, pour un frigo, il faut de l'électricité et tout le monde n'avait pas forcément les moyens de se les payer. Aujourd'hui, c'est un peu mieux. L'eau, nous, on allait chercher l'eau quand on était plus jeune, on était à Bamako, hein. Il y a 18 ans, on allait chercher l'eau avec un pouce-pouce, comme on appelle ça, avec des bidons de 20 litres, Ouais. avec un pouce-pouce. Un pouce-pouce, ça prenait à peu près 6 bidons de 20 litres. Et 6 bidons de 20 litres, ça fait combien de litres là? 120 litres. 120 litres et On est 120 à kilos ouais, du coup. 120 litres. 120 litres, 120 kilos, et jeune à 8 ans, bah, tu dois le pousser, ou tu dois aider tes cousins à le pousser. Et 120 litres, on était combien à la maison? On devait être 8 et il faut faire attention à l'eau, quoi. Ah, tu m'étonnes.
Voilà, bon, on allait chercher l'eau, c'était pas super loin, tu vois. Il y en avait pour 500, 800 mètres, mais avec un pouce-pouce, et c'est pas des routes goudronnées, quoi. Donc voilà, l'eau, il fallait faire gaffe, l'électricité, il faut faire attention parce que voilà, ça peut partir vite. Mais nous, on avait un certain confort parce que nos parents, ils étaient à l'étranger, ils gagnaient un peu plus, du coup, ils envoyaient un peu d'argent et tout. On mangeait beaucoup de riz. Bon, je mange toujours autant de riz, mais on mangeait beaucoup de riz. C'est l'alimentation de base, hein, le riz, c'était principalement ça. La viande, c'était compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, mais on n'était pas malheureux parce qu'on voyait que ça. Du coup, tu pouvais pas être malheureux quand ton comparatif c'est le même. Du coup, tu le vis assez bien, quoi. La viande, on le mangeait 2 fois par an. À satiété, c'est ce que j'ai expliqué à Yann une fois. 2 fois par an parce que c'était à l'Aïd. Et à l'Aïd, c'est un peu la fête du mouton et tout. Du coup, toutes les familles, tous les foyers, ils ont leur mouton. Et pendant 2, 3 jours, tu pouvais manger la viande comme tu veux. Voilà. Et tes parents faisaient quoi, du coup, comme métier? Ma mère, femme de ménage, et mon père, il a fait plusieurs. Bah, aujourd'hui, il est chauffeur routier, mais il a été cariste, il a fait plein de trucs, quoi. Et du coup, avant d'arriver en France, ils ont fait quel pays? Ma mère, beaucoup moins, elle a fait directement la France, mais mon père, il a fait le Cameroun, les pays d'Afrique, il en a fait plein, quoi. Parce que lui, il a été jusqu'au Cameroun à pied, quand même, hein. Enfin, entre bus, etc. Donc, Wow. ensuite, il a fait le Portugal. Il y a un grand centre commercial à Porto que mon père, parce qu'il a été maçon. Il a fait toute l'armature métallique. Et même, on en discutait avec Manu, mon père, il a travaillé là-bas. Tu vois, c'est une coïncidence. Ensuite, il a travaillé en Suisse, en Allemagne, pour finalement finir en France. Ok. Voilà. Du coup, Et il il parle regrette plusieurs toujours langues. la Suisse, hein. Il regrette toujours la Suisse. Ah, tu Ouais, m'étonnes. tu m'étonnes. Putain, je gagnais bien, pourquoi je suis venu en France, bordel. Tu m'étonnes. Après, bon, on choisit pas toujours où on s'installe, donc il s'est installé aussi ici parce qu'il y avait un certain confort, il y avait ses cousins et tout, ça pouvait aider. Et puis, il y avait, dans son village d'origine, il y a plusieurs personnes qui étaient déjà à Paris et ça aide. Là, Ouais, tu ok. retrouves un peu ton entourage. Ouais, Donc, ouais, complètement. Et du coup, il parle plusieurs langues, du coup. oui, il parle portugais, même avec Manu, il parle portugais, il parle anglais, Incroyable. il parle un peu l'allemand. Incroyable. Et après, il est venu, enfin, du coup, ils viennent avec ta mère et du coup, et toi, Ouais, directement à Paris? Ou c'est vous êtes ça, installé directement ailleurs? en Île-de-France. Île-de-France. Île-de-France? Ok. Ouais. Et là, du coup, tu découvres la France. Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à tes habitudes pendant 8 ans? Je découvre la France, c'était bizarre, très 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 différent. Très très différent. Nous à l'école, les profs au Mali, ils frappaient, hein, à l'école. Et après, il y avait ça comme différence, mais j'étais pas celui qui était le plus gros pitre non plus. Ouais. Mais l'école, très différent. Tableau, c'était des feutres Véléda, nous, c'était la craie avec un tableau peint en noir et puis t'écris dessus. Et là, on se retrouve avec un vrai tableau, des horaires, des sonneries. C'est une autre discipline. C'est une autre discipline, mais après, bon, j'ai dû m'adapter vite. Et puis à 8 ans, tu comprends pas toujours tout. Et puis tu te fonds vite dans la masse, quoi. Hmm. Ouais, mais là, n'empêche, tu parlais pas du tout français là quand t'es arrivé. Non, Donc non, non, école pas du tout. tout en français. Ouais. Ça m'a valu beaucoup de bagarres aussi à l'école parce que quand je comprenais pas, bah. Je tapais. Tu peux me passer le sel? Ah, Il comprenait pas, bam, il l'a brossé. Non, non, des fois quand ça montait et que je comprenais pas, bah. Ça partait, après, bon, ça m'a valu aussi le fait d'être tranquille pendant longtemps. Parce qu'à Ah, l'école, bon, c'était un peu compliqué tout le temps. Les plus faibles, ils se faisaient écraser. Donc, moi, on me cherchait pas, quoi. et t'étais déjà parce que là tu fais quoi? Un 98, non? 1,97. Un 97? Et tu t'étais déjà une perche gamin ou t'as poussé Ouais, j'ai toujours été grand. J'ai quand même pas mal poussé entre mes 8 et 12 ans, à peu près. Mais ouais, j'étais déjà grand, plus grand que la moyenne, en fait.
putain, à 8 ans, tu devais être plus grand que Manu déjà, je pense. Ah, peut-être. C'est enfoiré. Y a pas de mal. Y a pas de mal. Ah, putain. Ok, donc 8 ans, t'arrives, donc tu t'installes là. Ton frère, t'avais déjà ton. Ouais, bah oui, vu qu'il est né au Mali. Ouais. Il y avait mon Déjà ton frère premier aussi. petit frère. Ok. Mon frère, il était aussi petit, il comprenait pas non plus. Et puis... Parce que moi, va comprendre pourquoi, mais j'étais à l'école, en vrai, parce que au Mali, tu as deux écoles. Tu as l'école française où tu apprends la langue française, et tu as une école coranique, ça veut dire que tu apprends tout ce qui est Coran, l'arabe. Sauf que moi, j'étais dans une école coranique, va comprendre, parce que mes parents, ils étaient en France. Et moi, dans une école coranique. Il n'y a rien à comprendre, mais voilà, il fallait faire. Et au Mali, l'école commence à 6 ans. Du coup, j'ai eu que 2 ans d'école en vrai. Ok. Donc, Ok, ok. bon, maintenant, je comprends plus rien à l'arabe. C'est vrai, tu comprends même Parle pas plus du ou tout. Non, 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 je sais pas lire l'arabe, je sais plus lire l'arabe et je ne parle pas du tu, tout. tu me diras si tu l'as pratiqué que 2 ans, 2 ans et il puis, y a, ouais, il y a tant de temps, si tu pratiques pas entre temps, normal. et voilà. Et donc t'arrives, la France s'embrase. La France s'embrase. Bienvenue en France. Après, j'avais pas compris, c'est que à mes plus vieux que j'ai compris ce qui se passait, quoi. À 8 ans, bon. Mais voilà, j'arrive en France, moi je vais dans une école parce que mon frère il était plus jeune, du coup il allait direct à la maternelle. Il a fait les 3 années de maternelle en une année. Ouais, ils l'ont fait passer parce qu'il était un peu plus vieux. Et moi j'ai fait une école spéciale où il y avait beaucoup de des gars de l'Est qui parlaient pas français non plus, et puis on était un peu mélangés, quoi. Et après j'ai fait juste une année de ça, après je suis allé en primaire. Et t'étais comment à l'école? Bagarreur. Toujours été bien, les mathématiques, il n'y avait pas de problème, parce qu'il n'y avait pas besoin de chiffres, quoi. Ouais. Et voilà, le français un peu plus compliqué, et puis après, ça s'est un peu transformé. J'ai eu un meilleur niveau en français, et puis voilà. Ok. Parce que j'étais un peu plus assidu que les autres, parce que j'avais plus de travail à faire, du coup. Et voilà, l'école, c'était top, et le collège, pareil, c'était bien, j'étais un bon élève en général, après avec quelques bagarres toujours. Mais un bon élève en général, et ça énervait limite les profs parce que je me battais souvent, mais ils pouvaient pas faire grand chose en conseil de discipline parce que les notes et tout c'était bien, je sais pas trop le bordel, et voilà. Et tes parents vis-à-vis de ça, enfin les bagarres, l'école, ils y étaient attachés ou c'était comment? Bah mes parents ils savent que je suis pas quelqu'un de nerveux, et qu'en général si je me bats c'est qu'on m'a cherché quelque part. Du coup mes parents, la bagarre ils disaient rien, juste ramène pas de mauvaises notes, quoi. Ok. Voilà, juste te fais pas marcher dessus, après c'est une autre philosophie, tu vois, mais après, mes parents, ils ont aussi leur vécu, et tu te fais juste pas marcher dessus et puis tu ramènes des bonnes notes, quoi. Hmm. Et donc après en France, t'as eu des sœurs, c'est ça, tu Oui, disais? j'ai eu des frères, j'ai eu un frère et des sœurs. Un frère et une sœur. Ok. Ok, Ouais. ok. Vous avez beaucoup d'écart du coup Oui, certaines, et puis d'autres non, beaucoup moins, ouais. Ok. Très bien, très bien, très bien. Et après le collège, tu fais quoi? Lycée général, spé, tu pars. Je T'as pars au déjà une idée de ce que tu veux lycée, faire? non, 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 je me dis juste, je me dis juste, il faut que je gagne de l'argent quand même. Ouais. Ouais, et au lycée, je suis allé dans un lycée professionnel, mais c'était un peu dur parce que c'était électrotech et tout. C'était un lycée. C'est des lycées assez compliqués en général parce qu'électrotech, il y a beaucoup de calculs avec l'électricité, mécanique des forces, etc. Lycée professionnel pendant 3 ans. Après, j'enchaîne avec un BTS et une licence par la suite à l'université. Ouais. Top. Je savais même pas que t'étais allé aussi loin. Et là, licence, c'est quoi? Tu te spécialises dans quoi? C'est c'était c'était quoi le nom déjà? C'était maintenance industrielle et, et, je me souviens plus. Ouais, mais ok, d'accord. En lien avec le métier que t'as fait enfin C'est le dernier ça, métier que t'as. Ok. en lien complet, ouais. Après, Et c'était nul, hein, à l'université. Ah ouais? Pourquoi? Ouais, ouais. Parce qu'il y avait.
il y avait des cours, mais les mecs, ils venaient juste, ils te balançaient les cours et puis voilà, quoi. Mhm. En général, c'était des intervenants. Des fois, c'est bien. Les intervenants, il y en a qui étaient vraiment bien et puis il y en a, ils s'en foutaient complètement, quoi. Ils venaient, te balançaient les cours, pas d'explication. Tu te démerdes et puis voilà. Après, c'est l'université aussi, hein. Mais c'était les années les plus faciles en vrai, moi, l'université, c'était pas très compliqué. Je pensais que ça allait être plus compliqué, mais le BTS, c'était beaucoup plus compliqué. Ah ouais? Ouais, Ah, et t'es arrivé, toi, t'avais cette assiduité, moi je sais que j'aurais été c'est incapable de le ça. faire. T'avais cette assiduité pour bosser À et. bosser Enfin, tout le temps, ouais, toujours. J'étais toujours le mec. J'étais le mec. Vous allez peut-être m'insulter, mais c'était. Ouais, mais vous avez dit qu'il y a contrôle aujourd'hui, non? sérieux? Et tu Parce que sais, j'étais prêt, moi. et- Moi, je me et- dis, mais attends, moi, j'ai galéré chez moi à réviser parce qu'on m'a dit qu'il y a contrôle. Vous allez pas vous échapper comme ça. et tu sais, personne n'osait rien dire. Ouais, même Ouais, le tu sais, prof, Ouais, il disait, personne ne disait même le rien. prof, il disait non, mais ok, on va faire contrôle du coup. ouais, Il Bourama chiait métier dessus. contrôle, on fait contrôle. Ouais, ouais. Et là, tu le fais pareil à Paris, hein. Enfin en région parisienne, Paris C'est ou ça, en Île-de-France. Ok, Ile-de-France, ouais. ok. Et du coup, là, t'as quel âge? T'as 19, 20? Ouais, je sais même plus. Parce que ma dernière année d'école, entre guillemets, c'était avant Covid. Du coup, j'avais 22, Ah ouais. 21. Et le sport à ce moment-là, t'en fais? Le sport, j'étais déjà dedans depuis plusieurs années. J'étais à fond même. J'essayais de réviser T'as commencé quand le et sport? m'entraîner aussi. J'ai commencé en 2016. 2000. Là, tu parles des sports de combat ou t'as fait du sport avant, d'autres Hors de sports combat, avant? j'ai jamais fait de sport avant parce que mes parents ils m'ont dit bon, Tape des gens déjà, pas besoin de euh, faire de sport. bon, non même pas, c'était plus financier. C'était bon, alors que c'était pas super cher, hein, c'était combien? Parce que je devais faire du basket, du hand et tout, mais les années scolaires, mon père il préfère envoyer de l'argent à la famille, les aider que d'inscrire ses enfants en sport. Après c'est notre philosophie, hein. Hein. Mais voilà, il pouvait pas payer et puis il me disait non, tu vas à l'école et puis c'est tout. Du coup, ça se passe comment? Comment t'en arrives à faire de la boxe? Alors comme je pouvais pas faire de sport payant, j'allais m'entraîner dehors, street workout un peu avec des barres de traction et tout. Et puis je rencontre un pote là-bas qui faisait la même chose que moi et puis qui avait commencé l'MMA. Sauf que moi, entre-temps, j'avais 2016, 2016, je crois, c'est là où je trouvais mon premier travail, au marché de Rungis, marché international de Rungis. Je bossais pendant les vacances scolaires de 4 heures du matin à je sais pas quelle heure, à 16 h, 17 h. Et c'était un travail que mon père il m'avait trouvé, tu vois, parce qu'il était chauffeur routier, et puis comme il passait souvent là-bas, les mecs, quand ils ont besoin de gars et tout, il m'a proposé. Je lui ai dit, vas-y, de toute façon, c'était pendant les vacances scolaires, c'était fin lycée ou début BTS, je sais plus. Il m'a proposé là-bas, et puis, vu que je faisais du street workout avec mon pote, et que lui, il faisait du MMA, il m'a dit, bah, passe au MMA, et puis je gagnais un peu d'argent. Je suis passé, et j'ai kiffé, quoi. Ah, t'as Je suis direct resté, commencé du par le coup, MMA. c'est ça. Moi, j'ai Ok, jamais fait de sport avant, ouais. ok. Du coup, je suis arrivé, la salle, j'ai kiffé et tout, j'ai kiffé l'ambiance, se mettre des parfums et puis rentrer chez soi, c'était cool. Et, et voilà, je me suis inscrit l'année, j'avais assez d'argent, j'avais économisé pendant les vacances scolaires, j'avais pas mal gagné d'argent, hein, franchement. Le marché de Rungis, bon, tu bosses comme un chien, hein, mais voilà, t'es payé, moi j'étais jeune, je m'en foutais, quoi. Donc, et quand t'arrives là à la salle, bon, toi, tu te tapais dans la rue, quoi. Il y avait pas de Ouais, règles, il y avait rien. même pas Ça dans la rue, commence. en général c'était à l'école, hein, j'ai Ouais, jamais enfin, eu quand je dis dans la rue, d'embrouille. Ouais, c'est en c'était extérieur, quoi. encadré à C'est pas. l'école, c'était encadré. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ils pouvaient pas sortir, les mecs. Je pouvais les courser, les coincer contre le grillage. C'était un peu plus grand, mais c'était encadré. Mais ouais, Mais t'arrives. oui, Donc il y a comment ça se passe? T'es bon? Enfin, ouais, moi, bah après, les débuts c'est toujours compliqué, hein. Tu te fais tabasser, tu penses que t'es fort, et puis les mecs ils sont surentraînés, ils sont vraiment entraînés.
tu te fais tabasser, mais moi j'aimais bien. Il y avait, ce que j'aimais bien surtout, c'était cette discipline. À telle heure, on s'entraîne. Après l'entraînement, il n'y a rien, tu vois, on rigole et puis c'est cool. Et le lendemain, on recommence comme des Google. Et non, c'est ça que j'ai kiffé, moi. Cette rigueur, cette discipline à aller t'entraîner, à progresser, euh, à retenir les techniques, à les réviser dans ta tête, même dans le train et tout, dans le bus. Et moi, j'ai vraiment kiffé ça. Au bout de 6 mois, déjà, je faisais ma première compétition de grappling. Donc, les coachs, je pense qu'ils ont vu aussi la progression parce que j'étais assidu, j'étais là tous les jours. Et puis, il y en a, ça faisait 6 ans qu'ils pratiquaient. Et puis, moi, vu que j'étais là tous les jours, je les avais déjà dépassés en 6 mois. Donc, Mhm. tu vois? Et du coup, les profs, ils m'ont emmené en compète de grappling pour commencer au bout de 6 mois. Et T'as gagné? après, j'ai laissé tomber le street workout et je faisais que du MMA. Ouais. T'as gagné la compète? La première compétition que je fais, je me fais défoncer. Ah ouais? La première compétition de grappling, je me fais soumettre au bout d'une minute, je crois, parce que les compétitions de grappling, c'est 5 minutes, je crois. C'est 5 minutes. Ça a dû changer un peu là, mais c'était 5 minutes, je me fais soumettre au bout d'une minute. Après, c'est ça aussi, parce que j'avais déjà vu les plus anciens pratiquer, et puis ils faisaient soumettre, ils revenaient à l'entraînement, quoi. C'est pas grave. La première compète, non, je me fais soumettre. La deuxième compète, je gagne, parce que c'est des tournois en général. Je gagne mon premier combat et puis je perds après au point le deuxième. Et ensuite, après c'est bon quoi. Je gagne après pas mal de tournois. Et puis voilà. Toujours en grappling? En Ou... grappling. Ouais, ok. En grappling. Ensuite, je commence mes premiers combats de MMA. Il faut savoir qu'avant, c'est pas légal le MMA. Du coup, on avait Concras. Concras, c'est une variante française pour gruger le MMA. Parce qu'en France, on nous apprend à gruger dans tous les domaines. Parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, on a le droit de pas grand-chose. Et, bah, je commence par les compétitions amateurs de Pancras. Mon premier combat, pareil, je perds. Je me fais soumettre au bout de 3-4 minutes. Parce que c'était des rounds de 5 minutes. Et après, c'est bon, j'ai enchaîné les victoires. On a combattu en Suisse, en Allemagne. Non, en Belgique, pas en Allemagne. En Belgique. On a fait plusieurs combats comme ça, une dizaine, une quinzaine, et ensuite on m'a proposé un combat en pro au bout de, je sais plus, mon premier combat pro c'était en 2019, du coup ça allait assez vite, et voilà, premier combat je gagne, il faut dire que j'ai appris de mes erreurs à chaque fois quoi. Ouais, ouais, En ouais. grappling je perds d'abord, en pancras MMA je perds, ensuite en pro là je commence direct par gagner, et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est un combat pro qui te le propose en fait? C'est une orga? C'est mon coach parce qu'il y avait une orga que mon coach connaissait l'organisateur. Il y avait un adversaire qui avait déjà pas mal de combats, je sais plus, qui avait 4-5 combats. 4-5 combats, c'est quand même une grosse expérience en pro Mm, mm. par rapport à celui qui en a jamais fait. Et il m'a proposé, je lui ai dit, bah vas-y, de toute façon, on a déjà fait quelques combats, qu'est-ce qui peut m'arriver? De toute façon, on va se battre, et puis voilà. Et toi, tu l'as envisagé ça? Ou à quel moment tu as switché en disant ah, là c'est bon, je peux passer pro? Après, c'est peut-être pas toi, c'est ton coach qui te l'a dit, comme tu dis, qui t'a amené le combat, mais ou alors c'est Ouais. arrivé comme ça, opportunité, et tu as dit bon, allez, vas-y. Parce que en Ah, t'entraînant tous les jours, tu avais peut-être quand même dans ta tête, je sais pas, l'ambition de. Non? non, même pas. M'entraîner tous les jours, moi, ça me permettait de sortir aussi un peu parce que moi, je sortais pas plus que ça. Pour aller faire quoi? À chaque fois que tu sors, c'est pour des conneries, tu te retrouves au commissariat, et puis mon père, quand il va te chercher au commissariat, c'est pas pour rigoler. Du coup, en général, je restais à la maison, et pour moi, c'était mon échappatoire, en vrai. C'était le truc où je pouvais pratiquer, et puis être tranquille, rentrer chez moi à 22 heures. Tranquille, quoi. Je savais que je rentrais, je dormais, je me levais, j'allais en cours. Puis voilà, moi, je pratiquais ça pour pratiquer, et puis on me propose des combats en amateur, je dis oui. Ensuite, en pro, je dis oui, mais il n'y avait pas d'objectif, quoi. Ok. Ouais, c'est plus tu saisis l'opportunité parce que tu Ouais, kiffes voilà, ça c'est ça. tu gagnes l'oseille là à ce moment-là? Alors, premier combat pro, gratos.
Premier combat pro, rien du tout. Bon, après, ça me dérangeait pas parce que moi, ça me faisait l'expérience. Premier combat pro, pas grand-chose. Ouais. Ok. Et là, donc ton premier combat pro, tu as dit 2019. Donc en gros, tu viens de finir tes études, si j'ai bien suivi. Tu viens de finir ou tu Ouais, es en train de finir tes études, ta ouais, je suis en licence. train de finir. Ok. Ok, Ouais. ok. Donc, Et en parallèle, ça faisait depuis 3 ans que je travaille toujours au marché de Rungis le week-end et et les, et les vacances scolaires. ah ouais. Ouais, je travaille samedi, dimanche, 4 heures du matin. Ah ouais. Le week-end, ça finissait un peu plus tôt, on avait 13, 14 heures. Et la semaine, c'était les cours. Entre-temps, il fallait réviser, aller à l'entraînement et tout. Ouais, Ça donc devait faire déjà des journées bien chargées. Ouais, c'est ça. Ouais, ça faisait des grosses journées. Et je pense que c'est pour ça que ça me suit toujours, d'avoir toujours des grosses journées. Sinon, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ouais, normal. Quand tu as pris le rythme, je pense que. Et après, là, tu termines ta licence. Donc, tant qui dans le. Du coup, tu as eu Dans le un. travail, ouais. Mais le job que tu faisais là récemment, enfin, dans lequel on t'a connu ou tu as fait autre chose? Non, je travaillais chez Colas. Je sais pas si vous connaissez, c'est eux qui font les Ouais. routes et tout. BTP, ouais. Ouais, c'est une filiale de Bouygues. Ouais. Je travaillais chez eux et je travaillais chez eux en alternance parce que j'ai fait mon BTS et la licence en alternance. Et je travaillais le week-end et j'avais des entraînements. Du coup, du coup, comme je travaillais chez eux, eux, ils ont voulu me carotte à me payer une merde alors que à la fin de ma licence, ils ont voulu me payer en gros de la merde et moi j'ai dit bah non, c'est pas possible, tu peux pas me payer ça alors que parce que c'est nous qui faisons les factures directement. Parce que Ouais. c'est une usine de fabrication. C'était une usine de fabrication d'enrobés. En gros, d'enrobés, de goudron, quoi. Et nous, on était techniciens et en même temps, on était aussi aux commandes, on fabriquait tous les trucs, les formules, parce qu'il y a plein de formules, la route, c'est n'importe quoi. Mais c'est nous qui faisions aussi les factures et puis eux, moi, je faisais les factures. Des fois, je voyais les chiffres et moi, tu me payes ça. Je me dis, moi, j'étais jeune, hein, mais je me dis, mais quand même. Et après, je suis parti de chez eux. Et je me suis retrouvé après chez Suez. C'est là où Non, c'est cool. je travaillais chez Suez, ouais. Seulement. Ok. Ok. Ok, ça se passe Vas-y. comment du coup le boulot Ça va, parce que je suis pareil, quoi. Toujours assidu, toujours à l'heure. C'est bizarre, hein, mais moi, les trucs qui venaient le plus souvent, ouais, il est toujours à l'heure, je suis toujours sur tard. Moi, je me dis, mais venir à l'heure, c'est normal. Tu vois, encore heureux que je vienne à l'heure. Mais c'était cool, moi, le travail, j'ai toujours kiffé me lever, aller bosser, gagner mon pain, quoi. Et ouais, c'était top. Moi, j'évoluais, j'apprenais, parce que j'aimais ça, bon, la mécanique, l'électricité, j'aimais bien. Après, des fois, c'était chiant et tout, parce que tu te prends un peu pour un con, tu vois. Dans les usines, tu bosses des fois comme un chien, et puis, parce que on est technicien et puis électricien, bon, il y a des erreurs, des fois, tu vois, tu fais mal un truc, et puis tu te prends des réflexions à la con, alors que quand l'usine ne tourne pas, il te supplie pour que tu restes, faire des heures et tout. Mais c'est un peu ingrat comme taf, moi je trouve. Électromécanicien, mécanicien, dans les usines en tout cas. Mais c'était cool en général, t'apprends beaucoup, tu rencontres des gens parce que t'as beaucoup d'entreprises extérieures, tu discutes aussi avec eux. C'était quoi ta journée là, du coup? Si tu... La Ma chronologie de ta journée, journée. c'était réveil, et je continuais à travailler toujours au marché de Reims. Après la licence, j'étais embauché et tout en CDI, mais je continuais à travailler parce que je me dis, bon, c'est toujours mieux plus, quoi. Attends, tu Mais travaillais la semaine ou les week-ends au marché d'Angis? le week-end, le week-end, Donc tu faisais ta semaine de travail ouais, à la Colas ou chez Suez, plus t'allais au marché d'Angis? c'est ça. Parce que j'ai bossé chez eux pendant 6 ans. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé au marché de Rungis, parce que c'était un boulot aussi, je crois que j'ai l'habitude d'avoir des boulots compliqués. C'était un boulot compliqué parce que tu marchais, j'avais déjà mis un podomètre, je marchais quasiment 30 km par jour sur le quai. Ça veut dire à décharger, charger les camions à pied avec un transvalette électrique. Et le boulot
il était tellement dur qu'ils arrivaient même pas à trouver des gens. Du coup, moi, ils me rappelaient tout le temps. Même quand je me dis, vas-y, je me repose un week-end, ils disaient, ouais, non, mais là, on est dans la merde, il y a personne qui veut travailler parce que le travail, il est dur. Il est vraiment dur, hein. Et il y a des mecs qui viennent, moi, pendant les vacances scolaires, je fais les 2 mois, mais il y en a, ils viennent, je les vois passer, ils font une semaine, après, ils en peuvent plus, ils sont rincés. Et moi, quand je suis arrivé, il y a un gars, il m'a dit, ouais, bon, attention, tu vas faire comme les autres, tu vas pas tenir plus d'un mois. Ouais, je suis resté 6 ans. Parce que je me suis dit dans la tête, mais tu me connais pas, toi. Un mois, t'inquiète pas. Tu peux être dur comme il veut, comme tu veux ton boulot, mais t'inquiète pas, je vais le faire, moi. Mais bon, je suis resté financier et oui, voilà, c'était ça mes journées. Les journées, c'était 8 heures. Je commençais à Suez, je finissais à 17 heures. Ensuite, j'avais directement entraînement. Du coup, direct, je sortais du travail direct entraînement. 2 entraînements en général, 1h30, 1h30 chacun. Ensuite, je rentrais à la maison. C'était ça principalement les journées. Quand je rentrais, il était 23h, 23h30. Après, je me levais à 6h30 à peu près, 6h. Ce que tu dis pas, c'est que ton travail pour Suez, tu te déplaçais pas mal aussi. Parce que tu étais souvent sur Non, la j'étais sur moto site. pour. Ah voilà, Ok. oui, voilà. Je faisais quasiment 150 km par jour en moto. Et bon, J'étais sur site, oui, mais ça se ouais, déplace voilà. un peu, quoi. Oui, pour 150 aller. km, ça commence à faire, hein. Ouais. 150 km, ouais. Et en fonction des entraînements, ils étaient où? Parce que c'était pas tous les jours au même endroit. Donc là, tu fais 2 entraînements par jour et tu commences, après ton premier combat pro, du coup, tu refais des combats amateurs ou tu t'enchaînes qu'avec des combats pro? Non, tu veux plus après, en fait. Quand tu deviens pro, tu fais que des combats pro. Ok. Et en fait, tu deviens pro à partir de quel moment? C'est dès que tu acceptes un combat dans une organisation qui fait que tu passes un C'est ça, statut, en tout fait, un cap? simplement. Tout simplement, Ok. ouais. C'est pas comme les JO, c'est pas comme les mecs à l'athlétisme et tout, c'est pas du tout pareil. Là, c'est vraiment toi et toi, et toi et tes coachs, et puis si tu décides d'être pro, bah, c'est toi et toi, quoi. Ok. Ok. Et donc après donc tu refais des combats derrière. Enfin, à quelle fréquence tu gagnes, tu perds, tu gagnes de l'oseille ou Euh, pas? oui, je gagne, au bout du deuxième combat, je gagne un peu d'argent, mais c'est pas beaucoup, tu vois. Tu gagnes, les premiers combats, c'est 1000 euros, ou même moins, je sais même plus. Ouais. Mais ouais, c'est surtout que tu te déplaçais, c'était cool, tu voyais aussi la France, parce que moi je partais pas en vacances. Tu voyais aussi, tu traversais la France, t'allais en Suisse, c'était cool. On a combattu au casino à Bâle, dans le Ouais. casino et tout. Et juste après, ils te donnaient des tickets pour aller jouer dans le casino au sous-sol. C'était cool, tu vois, mais voilà, ça me permettait de voyager, de voir autre chose. Et bon, c'était ça, on a enchaîné 4 victoires de suite. Ensuite, moi, je fais un combat où je pars avec un bras cassé. Je combats et tout. Le combat va à la décision. Je perds à la décision. Ça, c'était ma première défaite. Ensuite, bon, je vais à l'hôpital. Il m'ouvre le bras. Bon, je sais pas, vous avez déjà vu la cicatrice normalement. Mm. Il m'ouvre le bras et il me met des plaques et tout parce que j'avais une fracture. Et j'ai fait une radio et tout parce que j'avais des douleurs. Et ils me disent, bah, on n'a rien vu. Je pense que vous avez rien. Ouais, mais j'ai mal quand même. Tu vois, et moi, si je viens à dire que j'ai mal, et bon, pendant le combat, parce que le bras il était fissuré en fait, et pendant le combat, je tombe sur le bras et ben, l'os il se décale, quoi. Voilà. Ensuite, là, je signe juste après ça, après ma convalescence, etc. Je signe au Bellator. Je fais mon premier combat au Bellator à Bercy. Je gagne par KO au premier round. Du coup, je signe un multi-fight avec le Bellator. Ensuite, on fait un autre combat au Bellator où je perds. C'était où? C'était à Milan, où je perds à la décision. Ensuite, je recombat au Bellator à Bercy, à Paris. Là, je perds par TKO au deuxième round. Voilà, prépa, etc. Pour moi, c'était pas optimal. Après, dans ces sports, c'est un sport d'équipe, mais t'es beaucoup tout seul aussi, parce que c'est à toi d'organiser tes entraînements, de faire un peu ce que tu veux, mais sans froisser les autres coachs. C'est un peu compliqué, quoi.
Juste, Et juste, voilà. je fais une petite Oui. aparté, Brahma. Juste le Bellator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la deuxième plus grosse organisation mondiale de MMA. Mondial, ouais. Voilà, derrière l'UFC, que C'est tout le monde ça. connaît, enfin que beaucoup de gens connaissent en règle générale. Donc c'est pour dire voilà, l'importance du truc. Là, tu es Et le toujours. niveau aussi, ouais. Voilà, l'importance, le niveau, le type de combattant qu'il y a sur ces orgas-là. Et là, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tu es toujours employé. Donc en fait, C'est tu as ça, oui, tes oui. journées de taf, Oui, je travaille, plus oui, tes c'est vrai, entraînements. j'avais oublié. Voilà, plus tu arrives à signer au Bellator. D'ailleurs, comment ça arrive le Bellator? C'est ton coach, c'est ton. C'est mon coach, une opportunité. C'est mon coach, le Bellator, ils ont aimé le profil et tout, et puis, Comment? ouais, Vas-y, pardon. et puis, ils te repèrent comme ça sur des combats et tout, s'ils apprécient le style et tout. Et mon coach, il a eu cette opportunité, ils lui ont posé la question, est-ce que moi je suis dispo pour combattre à Paris? Parce que quand ils viennent dans une ville, en général, ils essaient de prendre des mecs de la ville, comme ça ramène le public aussi. Ouais. Et c'est plus simple comme ça. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Mon coach, il a eu une proposition, et voilà. Et après, si tu veux pas en parler, tu le dis pas, mais en termes de salaire, tu prends beaucoup plus que. Parce que c'est une grosse orga, c'est Ouais. rediffusé sur. Là, je prends beaucoup plus, ouais. Je prends 10, 20 fois plus. Ouais, ok. Et Que... ton coach prend aussi dans ces cas-là? Ouais. Oui, oui, parce Ok, que pour moi, c'est logique, hein, de payer son coach quand même. bien sûr. Mais ouais, mon coach prenait, vu qu'il faisait coach et manager, il prenait en tout 20% de la paie. Ok, donc toi, tu touches un montant et 20%, tu reverses 20% à ton 20% coach. ouais. Ok. En général, ça fonctionne comme ça. C'est 10 pour le coaching et 10 pour le management. Ok, très bien. Et là, ton coach, du coup, il a d'autres combattants ou il a que toi à ce moment-là? Il a d'autres combattants dans d'autres organes mineurs et dans d'autres organisations un peu mineures, mais il a d'autres combattants. Ouais. Ok. Et donc là, donc tu signes avec le Bellator, tu fais donc une victoire, une défaite à la décision, une défaite par TKO Ouais. au deuxième round. TKO, c'est arrêt de l'arbitre. Ouais. Et je crois qu'à la suite à ça, tu décides de changer de club, de coach, C'est ça, je décide d'un peu remanier ce que j'ai l'habitude de faire, parce que pour moi, si tu enchaînes 2 défaites de suite, c'est qu'il y a un problème. Et le problème pour moi, je pense que c'était mon organisation globale. Je m'infligeais beaucoup parce que je voulais tout mener bien, et en fait, tu mènes rien correctement. Du coup, je me suis dit, bon, euh, 2 défaites de suite, c'est une alarme, et il faut faire quelque chose. Du coup, je me dis, bah, le travail, c'est compliqué, quoi, à gérer et tout. Tu t'entraînes pas aux heures que tu veux, tu t'entraînes que le soir. Puis le soir, tu rentres à la maison, des fois, à 3 heures du matin, je dors toujours pas, parce que t'es toujours chaud, t'arrives pas à dormir, t'as bu je sais pas combien de litres parce que t'as fini l'entraînement, t'arrives pas à boire, à dormir, t'es ballonné, tu viens de manger. Donc, c'était compliqué à gérer, et je me dis, bah, le travail, bon, on verra, de toute façon, j'ai mes diplômes, et puis s'il faut retravailler, bah, je retravaillerai, quoi. Donc comme ça, je pars. L'entreprise n'a pas voulu me lâcher d'abord parce que ils n'avaient pas de rendement. Et c'est toujours compliqué, hein. Moi, ouais, j'arrive pas à comprendre qu'ils n'arrivent pas à trouver des gens sérieux. Enfin, au marché de Rungis, c'était le cas. Là, chez Suez, c'était le cas. Je me dis, mais c'est bizarre quand même. Ils veulent même pas te laisser partir parce que ils ont personne. Alors qu'il y a beaucoup de monde qui demande du travail quand même. Mais je sais pas. Après, ça reste du travail compliqué parce que va souder, parce que moi je soudais aussi, va souder dans des endroits compliqués, t'es sale, t'es crade quoi. Et puis t'es là avec un parlant, avec un moteur de 300 kilos, tu dois câbler, taille d'alimentation, c'est 20 000 volts, il faut pas te couper parce que sinon tu restes collé. Après, c'est difficile comme tout en vrai, mais ils n'arrivaient pas à trouver de travail, ils voulaient pas me laisser partir au début, ils m'ont dit bon, parce que ce qui se passe dans les usines, c'est qu'ils arrêtent les usines au bout d'un mois. Pendant un mois pour tout refaire, pour tout remettre bien, comme ça, l'année, ils sont tranquilles. Ils ont moins de boulot.
moins de machines à changer, et tout, de moteurs à changer. Et sauf que moi, je sais qu'à cette période-là, ils ont le plus besoin. Je leur ai dit, si vous me laissez pas partir, je pars comme ça. Sauf que pendant les 1 mois qui vont arriver où vous avez le plus besoin, je serai pas là. Ils m'ont dit, bon, pendant les 1 mois qui vont arriver où t'as pas le choix, c'est au mois d'août en général, parce qu'ils produisent moins, parce qu'il y a moins de monde à Paris et tout. Pendant les 1 mois d'arrêt technique, tu travailles, mais après les 1 mois, on te libère. Mais on te laisse, il faut que tu fasses les 1 mois. Du coup, ça s'est fait comme ça le deal et j'ai fait les 1 mois. Après, ils m'ont donné tous les boulots. Ils savent que si je pars pendant 6 mois, ils savent qu'ils auront besoin. Du coup, ils m'ont donné tous les boulots de merde pendant 1 mois. Après, j'ai tout fait, tu vois. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Et voilà, après, je suis parti. Là, ils Ça, savent que t'es combattant pro à ce Oui, ils moment-là? le savent, parce que je prenais des jours de congé quand il fallait combattre et tout. La semaine de combat ou 2 semaines avant un combat, je prenais des. Voilà, mes congés, ils partaient dans ça, quoi. Ça aide d'être combattant pro pour négocier son salaire envers son patron ou pas? Pas tant que ça, parce que j'étais pas quelqu'un de menaçant non plus. Y a pas besoin. J'étais toujours dans la discussion. Et Quand puis, il doit fermer la porte du bureau, le mec il doit chier dessus derrière le bureau. Là, j'étais pas Mais quelqu'un par de contre, j'ai menaçant. mis des coups de pression quand même, parce qu'ils voulaient me faire tourner en rond, parce que c'est souvent des mecs, ils te font croire des choses, et puis ils font pas, et moi, je suis allé le voir plusieurs fois, je lui ai dit, moi, si je te dis que je serai là, je serai là. Mais toi, va pas me la faire à l'envers. Mm. Et moi, je l'ai toujours dit comme ça, parce que ils savent que moi, si je parle, par exemple, à l'usine, quand ils ont des problèmes et que je leur dis, ouais, t'inquiète, ça, on va les résoudre, et que l'usine, elle va repartir, ils savent que je vais le faire avant de rentrer chez moi. Du coup, moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Maintenant, toi, t'as parlé, il faudra que tu. Voilà. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Patron ou pas, contrat ou pas, tu parles, tu fais. Mm. Ah, Voilà. mais c'est bien, et, mais ouais, pas quelqu'un de menaçant, mais quand tu fermes la porte, tu sais, il rentre dans le bureau, Ouais, ça. il met un coup de verrou, tu sais, à la clé, t'entends, hop, et tu le vois. Bon, alors, fallait qu'on discute. Ouais, t'inquiète. Chez Camara, ce sera 30% d'augmentation cette année. Ça me extrêmement fier de vous. Et là, tu quittes ton job, mais c'est récent, ça, hein, parce que nous, ton dernier combat au Bellator, on y était avec Jérém. Ouais. C'était il y a quoi, 1 an et demi, non? Parce qu'au final, ça allait vite. Ouais, C'était il y a un- c'était il y ouais, a un an. 1 an. C'est 1 an, ouais. 1 an, C'est au mois de mai. Mois de Ouais. mai 2023. c'est ça. 2023. Ok. Ouais. Ok. Et après, toi, tu quittes, du coup, août 2023. C'est ça. Non, après août, du coup, septembre. Octobre même. Ok, Parce septembre. que j'ai voulu faire septembre, mais ils m'ont dit, ouais, non, c'est trop short pour les papiers administratifs, etc. Je sais que c'était pour me niquer encore plus. Donc je reste un peu plus longtemps pour réparer toute leur merde, parce que j'étais le seul mec qui soudait, qui pouvait faire les boulots, les tafs les plus relous, parce que personne ne voulait y aller. Et du coup, je suis resté 1 mois de plus, et j'ai fait le mois de septembre. Ok. Et Ok. ton nouveau club, coach, etc., comment ça se passe concrètement là, quand tu décides de changer? Après, tu as déjà des propos, tu as des gens qui veulent bosser avec toi, ou c'est toi qui vas aller prospecter un peu, tu regardes, tu sais où tu vas aller, tu vas pousser la porte d'un club? En fait, les clubs de MMA, en vrai, on se connaît un peu tous, et on Mm. tourne même ensemble. Et moi, j'avais déjà les clubs en tête que je voulais faire. Et bah, les clubs, ceux-là, bah, il n'y avait pas de pourcentage sur les primes, c'est juste tu payes et puis c'est tout, quoi. C'est une salle, tu viens, tu payes ton mois, tu payes ton abonnement, et puis c'est tout. Tu t'entraînes, t'as les coachs qui sont là, et puis voilà. Ça s'est fait comme ça, j'ai changé de club, je suis allé dans un club où il pouvait s'entraîner le matin et le soir, où il y avait de la dispo un peu tout le temps, et puis les coachs disponibles. Et les coachs que je voulais aussi, parce que ça c'était important. Et voilà. Et comment ça se passe du coup? Tu fais quoi avec Suez? C'est une rupture co? Tu démissionnes? Une rupture conventionnelle, ouais. Tu fais une rupture conventionnelle? Et à ce moment-là, bah, tu vois, par rapport à ce que tu nous dis, tu étais la seule personne qui pouvait intervenir sur certaines tâches. T'as jamais pensé quand même à te monter peut-être un peu comme en auto-entreprise pour te dire je garde quand même quelques heures, ou tu as décidé de couper d'un coup? Tu vois? Comment tu fais? J'ai décidé de couper d'un coup pour voir ce que ça fait aussi. Et puis, parce que ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'ils ont toujours besoin de la place que j'ai laissée.
Ils ont toujours besoin de quelqu'un à cette place. Et parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, tout simplement. Ils ont même encore moins de monde parce qu'il y en a qui sont encore partis parce qu'ils veulent pas augmenter les gars. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais, mais voilà, c'est bizarre que même au marché de Rungis, je sais que j'y retourne, j'ai toujours la place, quoi. C'est fou. Ouais. On manque de Et courage. je sais pas si c'est un manque de courage ou je sais pas. Dès que c'est un peu difficile, je pense que les gens ils veulent plus vraiment travailler, quoi. Après, tant mieux, moi. C'est pas plus mal et puis tu négocies comme tu veux. Et puis si tu veux pas, bah tant pis. Mm. Mm. Donc, du coup, tu te retrouves à quitter ton boulot. Ouais. Comment ça se passe après tes journées? Parce que tu dis que tu aimes toujours bien être occupé. Et Ouais. d'ailleurs, on le voit avec les deux métiers que tu faisais, plus l'entraînement. Là, tu dois Ouais. te retrouver à avoir au moins 7 heures de libre dans la journée où tu travailles plus. Ouais, c'est ça. Comment tu le vis, ça, du coup? Bah, je m'entraîne plus. En vrai, je m'entraîne maintenant, je m'entraîne deux, trois fois par jour. Après, j'ai des périodes où, quand je suis vraiment fatigué, je vais m'entraîner le matin, pas le soir. Le lendemain, je m'entraîne 2 jours. Après, voilà. Là, je peux mieux m'organiser, être beaucoup moins fatigué parce que ce qui se passait, c'est que j'avais des signes quand même quand je travaillais et que je m'entraînais en même temps. C'est que au travail, à 10 heures, la pause de 10 heures, je m'asseyais et je dormais. Ça veut dire, à chaque fois que j'avais 5 minutes, je m'endormais. Ça veut dire, même dans l'usine, quand on avait une pause où on attendait une pièce, où j'ai envoyé un collègue chercher un outil, puis je m'asseyais un peu et je dormais. C'était fou. Et là, maintenant, bah, j'essaie de m'organiser entre les entraînements le matin, les entraînements l'après-midi et le soir, ou entraînement le matin, entraînement le soir, ou que le matin. Du coup, maintenant, je peux plus m'organiser comme ça. Ouais, parce que s'endormir à chaque feu rouge sur le scooter à Paris, C'est ça. ça devient chaud, tu vois. Alors, je conduis pas de scooter, hein, Ah, moto. ah, c'est moto, je croyais que t'étais en scoot. Non, 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 Ok, moto. ok. Ah bah oui, c'est vrai, en plus tu fais le séminaire moto et tout. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, Ok, top. ouais. Donc, du coup, meilleure organisation de ta journée. Tu arrives à beaucoup plus t'entraîner. Et C'est ça. C'est surtout pour ça. les néophytes, par exemple, comme moi, j'ai un peu la réponse parce que je te connais. Et comment tu programmes tes entraînements? Enfin, qu'est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu as une partie technique, une partie combat? Est-ce que Ouais, d'ailleurs vous faites beaucoup de combats sur vos préparations? Parce que moi, c'est toujours une question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce que les mecs ils se lattent la gueule constamment avant de rentrer dans la cage, tu vois? Jusqu'où tu vas en termes d'intensité avant de monter dans la cage et de se dire, ben là, je vais me battre. Et la question que je me pose, c'est dans quel état d'esprit tu es au moment de. Tu vois, parce que moi, je vous admire. Je trouve ça fou de se dire, je vais aller à un endroit, rentrer dans une cage pour me battre avec quelqu'un. Enfin, tu vois, je suis pas du tout dans cet esprit. Et ouais, pour moi, vous êtes des psychopathes. Je vous admire, du coup. Mais même Manu qui a fait du sport de combat, je me dis, où est-ce que tu en arrives dans ta tête et à quel niveau tu es pour dire, ben là, je vais rentrer, je vais le tuer. Enfin, tu vois, ouais, comment tu switches pour en être là, quoi? Parce que nous, on connaît le Bourama gentil, le Bourama sympa. Et bon, même en ouais. séminaire, t'arrives à nous faire mal. Des fois, on pense qu'on t'a cassé au sol et tu nous fais un coup de panthère, tu te retournes et puis on n'a rien compris. Et je me dis, là, t'es sympa, tu nous fais mal. Mais je me dis, mais dans la cage, quand tu dois switcher, ça doit être une horreur, quoi, pour les autres. Et même tous les combattants qui font ça et qui se rendent dans la cage, je me dis, les mecs, c'est des tueurs, quoi. Ouais. Quel état d'esprit t'as, toi, à ce moment-là? Alors, tu as posé deux questions. Ouais, L'organisation du planning. L'organisation du planning, c'est en général un entraînement en général dur le matin. Un entraînement dur en général le matin. Et l'après-midi, c'est plus technique ou prépa physique. Après, des fois, on peut aussi faire un entraînement dur le soir, mais ça dépend. Mais tu le fais pas beaucoup de fois dans la semaine, quoi. Entraînement dur, c'est pas forcément au niveau de l'impact des coups. C'est pas forcément des coups parce qu'il y a la lutte, il y a le sol. Et tu as bien vu que le sol, il n'y a pas besoin de mettre des coups pour que ça soit très c'est intense. sûr. Donc l'intensité, elle peut monter, mais sans forcément mettre des coups. Et en général, on a deux, trois, voire quatre séances par semaine où ça tape. Mais sur 12 entraînements par semaine, ça va quoi. Ouais, on a trois quatre entraînements où ça tape à peu près dur. Mais pas avec la même taille de gants, parce qu'il y a les gros gants où on fait que du pied-point, c'est pas forcément du MMA. Ça tape dur, bon, c'est différent, parce que ça ouvre moins, enfin, t'as moins de séquelles. Ok. Et
Et, et ouais. Ok. Voilà, les entraînements, ils sont comme ça en général. Et par rapport au combat, je pense que combattre, c'est un état d'esprit. Et moi, je peux être très gentil dans la vie de tous les jours. Et puis, il n'y a pas de problème. Et puis, même à l'entraînement, super cool, pas là pour blesser. Puis quand il faut envoyer, il faut envoyer. Et combat, on y va parce que on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on s'est entraîné. Et puis, en fait, quand on arrive au combat, il n'y a plus tant de questions que ça. Parce que moi, des fois, je finis le combat et je me rappelle même plus de tout, quoi. Bon, l'échauffement et tout, oui. L'entrée, je me rappelle pas. Le combat lui-même, je me rappelle pas tant que ça. J'ai juste des scènes, des flashs. C'est tout. Et au moment de combattre, il faut y aller. Je suis prêt pour, et puis c'est tout. Ok. C'est un autre état d'esprit, hein. Il faut l'accepter en. Je sais même pas si c'est l'accepter, il faut juste être en phase, quoi, être en phase avec ça. Et est-ce que tu peux nous dire aussi, bon, moi j'en ai fait mais à un tout petit niveau, hein, mais T'as été champion de du- France quand même, calme-toi, hein. ouais, mais sur une orga, voilà, c'est pas champion de France, je suis pas Bah, passé à la télé, enfin bref, ça reste. T'as plein de petits championnats de France dans différentes disciplines en sport de combat en fait, donc oui, mais voilà, ça n'a rien à voir avec ce que fait Bourama. Mais du coup, moi je me suis fait défoncer une fois sur un tournoi en finale. J'ai pas pris de Ouais. KO, mais je sais que psychologiquement, alors après, j'en faisais pas mon métier, je savais que j'étais déjà cramé, c'était plutôt sur la fin de ma période de pratique, mais psychologiquement, j'avais pris une putain de tarte je me rappelle, j'avais une soirée avec des potes et tout, je voulais même pas y aller. J'étais resté solo chez moi, tu vois, cogiter sur plein de trucs. Euh, t'as pris un KO la dernière fois au Bellator. Euh, Comment tu t'en relèves? Qu'est-ce que tu ressens après ça, le soir, le lendemain? Tu peux nous décrire un petit peu tout ça? Bon, pas grand-chose, c'est surtout la déception en vrai, au niveau des coups et tout, non, pas grand-chose, il faut faire attention quand même parce que il faut faire des examens pour savoir s'il n'y a pas grand-chose, mais physiquement, non, j'avais rien. Mais moralement, c'est plus compliqué, ouais. Tu te poses quoi comme question à ce moment? Tu te dis qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui aurait pu être mieux, qu'est-ce qu'il faudra pas refaire, parce qu'on pense déjà à la suite, et qu'est-ce qu'il faudra faire de beaucoup mieux, et puis voilà. Ouais, d'où le virage aussi, changer de team. C'est ça, ouais. Ok, ok, ok. Dans ta c'est façon de dur, travailler, même l'organisation. enchaîner les deux combats et faire deux défaites, ça doit être mentalement, ça doit être dur C'est quand même. difficile, ouais. Deux combats de suite, ouais. C'est très compliqué. Attends, il y a ma mère qui m'appelle. Je sais Vas-y, pas vas-y, pourquoi. Je vais c'est le la plus rappeler. important ça. Allez, c'est reparti. Ouais, je te dis, on arrivait sur le temps pro, temps perso. Voilà, savoir comment tu gérais ça, les amis, la famille, les séminaires. Et je te disais, avec peut-être la Madame Bourama ou les Madame Bourama. Ouais. Il n'y a pas la madame, ni les madames. Pas le Je peux temps. sortir avec des meufs, mais elles m'ont tous fatigué, en vrai de vrai. J'arrive pas à gérer mon planning et elles en même temps. C'est un boulot, hein. C'est un boulot à part entière. Ça m'a plus fatigué qu'autre chose. Et comment je gère mon planning, c'est les amis en général, c'est le week-end. J'essaie de faire comme ça. Le samedi, pas le dimanche. Le dimanche, j'essaie d'avoir parce que je m'entraîne le matin, le dimanche, et j'essaie d'avoir l'après-midi tranquille à la maison. Pas besoin de grosses sorties, mais la semaine en général, j'essaie juste de m'entraîner, rentrer tôt et dormir correctement. Et aussi, comme je suis aussi passionné d'investissement en général, j'aime bien regarder des vidéos tout le temps, la crypto, la bourse, le Mali, l'actualité. Parce que le Mali, c'est vidéo gag. Mais, mais comme je suis aussi passionné d'investissement en général, je regarde pas mal de choses, je me mets aussi à jour. Et le planning en général, c'est ça, entraînement la semaine, le week-end. Même là, tout à l'heure, je vais voir des potes parce qu'ils font un barbecue. Et j'essaie de faire ça le samedi. Et puis, même mes potes, ils comprennent et eux, ils commencent à s'adapter aussi. Et voilà, c'est le samedi. S'ils veulent aller se voir entre eux, bon, c'est pas mon problème. Mais moi, ils savent que je suis libre en général encore le vendredi soir ou le samedi, quoi. Ok. Ça reste quand même à peu près comme tout le monde, quoi. Mm.
Oui, c'est Ok. c'est ton métier en fait. Voilà, j'essaie de. Mon Parce métier. que rentrer tard, manger là, aller voir lui, aller voir un tel. Moi, ça me saoule au bout d'un moment. Et puis, t'es toujours décalé, t'es fatigué. Ta semaine elle est morte. Ouais, toi, tu as besoin en plus d'être au top physiquement, quoi. C'est pas tu vas te C'est poser sur une ça. chaise derrière un PC C'est ça. euh, et ne faire que parler comme Jérémy ou moi, quoi. Ah ouais. Parce que moi, le dernier entraînement, c'est le vendredi soir. Et le dernier entraînement, des fois, t'es au bout de ta vie, quoi. T'as qu'une envie, c'est bon. Laissez-moi rentrer chez moi. C'est Bon, bon. Et puis ça reprend dimanche. est-ce qu'on pourra t'avoir tu penses, sur un week-end avec la team MMA 2023 si, attends, j'ai pas J'espère, fini ma question, j'espère. je l'ai pas Oui. fini, si on trouve une maison avec une cage de MMA. Pourquoi pas, on pourra faire directement un combat dedans. Ouais, je prends Mais à pas. chaque fois que vous organisez, en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, j'ai un combat, quoi. Je suis désolé, je prends pas la Ah, c'est vrai qu'il y a des responsabilité combats pas d'avoir loin. une cage de MMA dans une maison. Moi, j'en connais, Mais ça ouais, va mal ouais, se ouais, ouais. passer. C'est clair. En vrai, ça serait avec plaisir, complètement. On va te lâcher Fabien là-dedans avec Bourama. On va s'asseoir, on va prendre des popcorn. Il va kiffer, ouais. Bon, top. Bah, du coup, la transition est toute faite parce que tu en as parlé un petit peu. La dernière partie du podcast, c'est la partie gestion de ton oseille. Donc, Ouais. savoir comment tu te fais plaisir. Tu as parlé de moto, tu fais des séminaires, donc des voyages. Ouais. Comment tu le réinvestis? Enfin, voilà, comment tu gères tout ça? Moi, en vrai, il faut pas oublier que grâce à la rupture conventionnelle, j'ai toujours le chômage. J'ai le chômage. Et, euh, et j'ai aussi des sponsors, les gentlemen investisseurs, qui me sponsorisent. J'essaie de vivre avec l'argent du chômage. Et le reste, les combats et tout, c'est d'économiser et de payer les coachings. Parce que là, je pars dans une semaine à Miami pour m'entraîner. Et c'est les combats qui me permettent de faire ça, de combattre. Combattre, je réinvestis quasiment tout, tu vois. Tout ce que je gagne pendant les combats, je réinvestis tout sur moi. Ou aussi un peu en investissement en général. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. J'essaie de vivre avec mon chômage et tout ce qui est sponsor et tout, j'essaie d'économiser et d'investir, payer du coaching, euh, payer des voyages principalement pour l'entraînement. Et voilà. En Comment général, c'est comme tu. ça que je gère. Miami, il y a. Qui c'est qui allait s'entraîner à Miami? C'est pas Doumbé là récemment aussi? Non, j'ai dit de la Non, il y merde. en a eu plein. Il y a Varela, il y a Ouais, ouais. Faresiam, il y en a plein, ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous partez là-bas? C'est quoi le. Parce qu'il y a une très bonne salle et qu'il y a des oppositions. Il y a des gars qui sont là à l'UFC, qui ont la ceinture UFC, qui sont au Bellator, qui ont la ceinture du Bellator. Donc c'est un moyen aussi de voir où on en est, quoi. Et Ouais, c'est donc tu t'entraînes avec les meilleurs en fait. C'est ça. et c'est des mecs qui partagent facilement, parce que tu sais, tu aurais toujours peur qu'un mec te pique une technique ou autre. C'est des gens qui partagent facilement ce qu'ils font. En vrai, piquer une technique, Ça veut rien dire. c'est compliqué. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux piquer la technique. Mais en fait, pour arriver à la technique, il y a tout un process. Et le process, il est jamais vraiment le même. En fait, tu peux connaître la technique par cœur, mais le process, il est jamais vraiment le même parce que le mec en face de toi, il a aussi son process. Compris. Du coup, tu peux apprendre une technique par cœur et la technique d'un gars, les skills d'un gars, mais il y a un process pour arriver là et le process, il est jamais vraiment le même. Du coup, la technique, tu peux la connaître, mais ton process, s'il n'est pas le bon, tu n'arriveras pas à la technique finale. Ok. Donc, les techniques, tu peux les donner. En vrai, tant mieux s'il arrive à créer son propre process et qu'il finit finalement sur la technique, mais il va comprendre il y a combien de process, il y a combien de techniques et tout avant d'arriver là, quoi. Ok. Donc c'est quand même des mecs qui partagent tout et Oui, tout le monde oui, reste oui. accessible, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas Doumbé, c'est Samake qui revient de Miami, je crois. Ah oui, mais Bakary Samake. non, non, de Mais Las en Vegas. anglaise, lui. Las Ah, Vegas, c'était lui. Las Vegas, ouais, t'as raison. Ouais, Las Vegas. Ah, Chez Mayweather, justement. exactement, trop fort, Bakary Samake. Ouais, super C'est fort, très, ouais. ah ouais, très très fort. Ok, et alors, tu peux nous en dire un peu plus sur tes investissements? L'IMO, la crypto, parce que tu investis en France, à l'étranger, du coup au Mali. Ouais. Enfin, encore une fois, tu dis ce que tu veux, hein, mais voilà, ce que
tu souhaites partager, ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent. Ouais, alors j'ai une résidence locative en Bourgogne où j'ai investi et puis ça fait combien d'années là? C'était en parallèle de mes études, de mes entraînements et tout. Enfin, non, de mon travail, pas des études. De mon travail et des entraînements, ça je l'ai acheté. Et là j'ai ma RP, que j'ai aussi acheté et tout. Et là c'est un peu plus compliqué d'investir dans l'immobilier parce que j'ai plus vraiment de revenus, entre guillemets, de revenus fixes. Euh, et, et surtout de contrats de travail, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Maintenant, ce que je fais, c'est plus du financier, etc. J'ai investi aussi pas mal au Mali dans des terrains, dans des tuk-tuks, dans des locaux commerciaux. Enfin, dans des locaux commerciaux, j'ai un local commercial, des tuk-tuks et plusieurs terrains. Parce que les valeurs des terrains, après, il faut connaître le marché. C'est complètement différent de la France. Et si tu ne connais pas, n'y va pas. Mais tu fais du facile avec les terrains, tu fais du 100%. Hein. C'est pas parce que les mecs en général, ce qui se passe, c'est que les mecs, ils ont besoin de l'argent en espèces. Après, au Mali, ça marche pas en espèces. Après, ça existe les virements et tout, mais tu gagnes pas, tu gagnes moins d'argent. Mais les mecs, vu qu'ils ont besoin d'argent, tu peux négocier comme tu veux. En vrai. Bon, il prend pas, et puis des fois, tu prends des décotes de moins 50%, quoi. Et moi, c'est comme ça que je fais en général. Le mec, il me dit tant, je sais que je vais lui proposer tant. En général, c'est bien les cibles aussi, les mecs qui sont un peu dans la merde et qui ont besoin un peu de sous. Malheur des uns fait le bonheur des autres, malheureusement. Mais moi, j'achète en général comme ça, les gars. Et en général, tu fais 100, 150% de marge. Après, j'ai jamais vendu, hein, parce que je sais que ça va continuer à monter. Et la ville grossit parce que j'ai investi principalement à Bamako. Et, et Et tu, c'est pas super cher en général, c'est des terrains qui valent 10, 15 000 euros. Donc, il y a toujours moyen d'acheter des trucs. Et pour pas super cher, il y a même des terrains moins chers, mais en général, c'est ça les prix, quoi. J'ai déjà acheté des terrains à 5 000 euros, ouais. et tu passes chez le notaire, ça se passe. Enfin, déjà, tu vas sur place Non, pour négocier ou tu as quelqu'un sur place qui le fait pour toi? j'ai mon cousin qui est sur place, avec qui Ok. j'ai grandi, du coup, et tout. Et lui, il gère. Moi, je lui envoie la négociation, c'est lui qui envoie la proposition. C'est comme si c'était l'agent et tout. Et il n'y a pas de notaire au Mali, ça se passe avec l'urbanisme. Ok. En fait, t'as l'urbanisme de la. C'est pas la commune qui gère, c'est plus le département qui gère ça. Et tu gères directement avec le département. Et ils ont tous les registres. Ok. Ça coûte quasiment 5-10% quand même. C'est les mêmes prix, quoi. Ah, C'est l'équivalent des frais Mais, de notaire en ouais, France. c'est ça. ok. Tu peux nous en dire plus Et sur les tuk-tuk? ouais. Les tuk-tuk, en fait, c'est mon cousin qui m'a insufflé l'idée parce que lui, il en avait et qu'il m'a dit, bah, en vrai, là, j'en ai trois. Je les loue et ce que je fais, c'est que je le loue à la journée parce que tu peux pas dire, ouais, le mec, tu me ramènes la recette et puis je te paye au mois parce qu'il va te niquer. Du coup, je loue à la journée et il me ramène tous les jours la recette. La Donc recette de la journée, toi, tu loues à un gars qui va l'utiliser pour lui faire son oseille et transporter c'est du monde. ça. Yes, ok. Comme les taxis ici, hein. Comme les taxis, les Uber, ils louent un LOA ou truc. Mhm. Ils payent leur LOA et puis les bénéfices qu'ils se font, c'est pour eux, quoi. Et c'est intéressant en termes de rendement, les tuk-tuk? Oui, c'est pareil. Après, c'est les risques aussi, tu vois. Attends, les tuk-tuk, en une année, t'as remboursé le tuk-tuk. Même pas, en 6 mois, t'as remboursé le tuk-tuk. Ça Tout vaut le reste, c'est combien? du bénéfice, quoi. Ça vaut combien un Un tuk-tuk? tuk-tuk, ça vaut 1500 euros, hein. Ok. Ça vaut 1500 euros, tu payes ça parce que je le loue au mois, le gars, il paye combien? Il paye quasiment 300 euros le tuk-tuk. Et voilà. Et après, c'est ton cousin aussi qui gère la, je sais pas, Qui il y a gère la remise des l'argent, clés, c'est l'entretien. ça. L'entretien et tout, c'est lui qui gère. Moi, il dépose l'argent parce que tu as des banques maliennes et elles sont aussi en France, à Paris. Ok. Et du coup, il dépose et le seul souci, c'est qu'il n'y a pas d'application. Du coup, tu es obligé d'aller à la banque pour vérifier, comme à l'ancienne. Ah Les ouais. mamies, de toute façon, les mamies, elles le font toujours. Mais tu es obligé d'aller sur place pour vérifier.
que l'argent il a bien été déposé, que c'est bien ça. Après, en vrai, je n'ai pas tant que ça vérifier parce que je sais que c'est là et ils m'envoient à chaque fois un relevé de dépôt. Et tu sais quoi je pense? Je suis étonné Yann et Tony, ils s'étaient pas encore proposé de faire une formation tuk-tuk. Tu sais, comment investir dans les tuk-tuk. Non, mais en vrai, c'est pas si simple, hein. Il faut être sur place, il faut avoir quelqu'un de confiance sur place. Parce que au Mali, le problème, c'est que tout le monde veut te niquer. En France aussi, hein. Mais c'est pas pareil parce que c'est de l'argent en cash. Après, Ouais. c'est pas les mêmes montants non plus, mais tout le monde veut te niquer. C'est pas possible. Au Mali, t'arrives là. Après, moi, en fait, au Mali, ils savent reconnaître un mec qui est de là-bas et un mec qui est étranger. Pour eux, hein. Tu peux être noir comme tu veux, mais ils savent. Et t'arrives, il faut négocier. Moi, en général, j'envoie mon cousin, c'est plus simple. Lui négocie. Des fois, même moi, je suis toujours en affaires sur les terrains. Mon cousin, il m'envoie le prix. Je lui dis, hey, tu lui envoies ça. Il me dit, mais t'abuses là quand même. Je dis, bah, si j'abuse, c'est moi qui paye. Et finalement, des fois, ça passe, des fois, ça passe pas, hein. Mais bon, Ouais, et le but, voilà, c'est de continuer à acheter là-bas. c'est ça. C'est de continuer à acheter parce que quand j'ai un peu d'argent, j'essaie de là-bas. Et puis, j'investis pas mal en bourse en France parce que j'aime bien aussi la bourse. Je m'informe beaucoup. Et la crypto aussi. Voilà. T'es sur quoi? Des ETF, des actions, Des ETF, quelques actions, mais vraiment un tout petit peu, tu vois, beaucoup de Air Liquide, parce que Air Liquide, je le connais grâce à mon travail, Ouais. parce que je travaillais beaucoup avec tout ce qui est poste à souder et tout, et les bonbonnes de gaz, c'est Air Liquide. Et je travaillais, mon père aussi il travaillait, il nous emmenait à son travail, et il avait des camions à gaz. Et du coup, les camions à gaz, ils se rechargeaient dans les stations avec des équipements Air Liquide. Mm. Du coup, je me suis dit, bah, je travaille avec, mon père travaille avec, ça doit être une entreprise qui roule. Du coup, Ouais, j'achète pas mal d'actions Air Liquide et après, c'est beaucoup d'ETF. ETF à levier aussi, un peu. Ah ouais? Un tout petit peu, ouais. Ok. Pour dynamiser un peu, pour me faire un peu peur, parce que j'aime bien ça. Ok, Et ouais, voilà. jamais testé ça, tu vois. Non, non. Moi, c'était sur le. C'est Tony en plus qui m'a. Enfin, c'était pas un français. Il le dit pas en général en podcast. Il le dit en physique. Ouais. C'est plus le Nasdaq. Le Nasdaq en général, je crois. Ok. Tu nous expliqueras ça Ok, un ok. jour, ça nous intéresse. Ouais, intéressant ça. J'ai un Ouais, pote je pense que qui. c'est même moins risqué que la crypto, je trouve. Ouais, La, Que cryp- la crypto? Ouais, la crypto, c'est Ouais. tellement volatile. la crypto, Ouais. hier, ça a pris. Hier avant-hier, ça a pris moins 10 quasiment, je crois. Le Bitcoin, il est redépassé Ouais, sous tu les, vois. il est repassé sous les 60 000 $. Il y a énormément de gens qui liquident les positions, donc ça a fait une sacrée épuration hier. Ça a fait une sacrée épuration. T'achètes quoi en crypto, toi, Boubou? Les grosses, Ethereum, Bitcoin et Solana. Bon, Bon, bah C'est les parfait. principales que j'ai. Parfait. On va te libérer parce que faut que tu aies une course à faire. Ouais, là, je vais me faire gronder alors que Ouais. je suis pas en retard. Tu sais, Jérém, il me disait pendant que tu étais au téléphone, je sais pas si t'as entendu, mais je suis sûr que c'est le cas. Il me disait, ça se trouve, il se fait mater par sa mère. Et je lui dis, il se fait franchement, ça martyriser, m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Bah, nous, c'est tout. Eh, d'où, il n'y a pas d'âge, hein. Mon père, quand il me dit, ouais, baisse les yeux, tu baisses les yeux. Tu baisses Ah les yeux, oui. mais tu les as quand même au-dessus de lui. Tu es Au-dessus, toujours ouais. au-dessus de lui. Non, franchement, c'est une autre éducation. Et mon père, quand il me dit, j'écoute, tu parles pas, tu dis oui. Voilà, Yes. voilà, ça comme marche. ça. Bon, top. Franchement, merci d'avoir pris le temps. Ça faisait un petit moment Ouais, c'est avec qu'on voulait plaisir. t'avoir. C'est toujours un plaisir de passer Ouais, c'est un des plaisir. moments avec toi. C'est vraiment top. C'était top de partager tout ça en toute transparence. Et, Ouais. et puis j'espère qu'on te verra bientôt. Alors soit sur le prochain week-end qu'on organisera, soit on ira se faire taper sur la gueule. On ira payer Aussi. pour se faire taper sur la Ouais, gueule. c'est clair. Et non, moi j'ai dit juste à une condition. Je veux bien repayer, mais il faut pas qu'il y ait Alexis. Non, il sera là, mais je vais le calmer. Je vais Non, le mais calmer, je vais le calmer. tu le mets avec Fabien direct, là, Non, je vais le calmer. Même lui, il s'est calmé, là. Il s'est calmé. J'en ai reparlé, je lui ai dit, oh, attention. Non, mais en vrai, je plaisante. Manu, il est en, aussi il sur est le en podcast, fauteuil on roulant l'adore. depuis là. Ouais, tu le regardes. Euh, Non, c'était top. Franchement, c'était top.
Et, Ouais, c'est et toi. merci. Après, il y en Merci. a, ils connaissent pas beaucoup. Après, moi, je raconte pas, parce que je suis comme ça, je raconte pas beaucoup ma vie non plus. Et après, il y en a, ils connaissent pas beaucoup l'histoire en général. Mais il y a encore plein de détails, mais je raconte pas, parce que c'est. Et t'as bien Je fait de laisse le ça dire. pour moi, tu On fera un deuxième épisode du coup. On fera un deuxième. vois. Non, il y a plein de détails, mais. Il y a des détails, mais c'est fou. En plus, l'histoire de mon père qui a traversé des trucs, ouais, il a des histoires lui aussi. Ah, tu sais quoi, on a l'habitude de poser la question, tu vois, mais tu y as répondu. Le prochain invité sera ton père. Faut que tu le prépares. Et puis, Ah, mon père, il en a des histoires. Ah, putain. puis ta Même maman. moi, j'en ai un paquet, tu vois. On fera passer ta maman aussi pour savoir comment te mater en vue du prochain séminaire. Ah, c'est ça. Elle m'envoie des chaussures. Et la chaussure, elle touche toujours. Non, non, mais c'est vrai qu'on termine tout le temps l'épisode par savoir si tu avais quelqu'un justement à nous conseiller pour l'inviter sur le podcast et avec qui tu pouvais nous mettre en relation, Ouais. qui aurait de belles choses à raconter. Donc, je te la pose du coup. Moi, j'ai un ami parce que j'ai un ami qui a une belle histoire. Yann et Tony le connaissent parce qu'il a déjà été au MMA la première année. Je l'ai emmené avec moi. Il a une belle histoire. J'aime pas la raconter parce que c'est une belle histoire, mais c'est aussi difficile. Et lui, je l'aide un peu à réussir et tout. Et bah, c'est mon ami, tu vois. Je l'ai connu au lycée. Ok. Il a une histoire, mais c'est fou. Parce que lui, il a traversé le Mali à pied, l'Algérie, la Libye quand ils étaient en guerre, l'Italie pour venir en France. Et il a des belles histoires. Il a failli mourir plusieurs fois et il a vu des gens mourir aussi. Et j'aime pas la raconter parce que c'est lui-même, il la raconte jamais. Et lui, c'est une bonne personne à interviewer. Et tu penses Parce qu'il a des choses accepterait, il a des choses à dire et je pense que ça remettrait les gens. Tu vois, les gens, ils pensent avoir des problèmes, ils en ont pas vraiment. Tu vois? c'est clair. Et lui, franchement, il s'en sort bien. Et même lui, parce qu'on a fait le lycée, on a fait le BTS ensemble. Aujourd'hui, c'est mon meilleur ami, tu vois. Je suis allé récupérer sa voiture parce que j'ai cassé ma moto hier. Et, et lui, bah, il raconte jamais, mais des fois, on en discute, il se dit, putain, qu'est-ce qui m'aurait destiné à avoir un appartement à Paris, gagner 3000 € par mois, mais qu'est-ce que je vais me plaindre, moi? Ça, tu m'étonnes, Tu quand t'as vois, passé des trucs comme ça. voilà, il a des belles choses à raconter, Tony et Yann, ils le connaissent parce qu'ils l'ont vu. Même lui, même eux, ils savent pas. Yann, il connaît l'histoire, et Tony, il connaît pas. Et tu penses qu'il accepterait de partager ça sur le podcast? Peut-être, je peux lui demander, ouais, je peux lui demander, mais je suis pas sûr. Peut-être. Ouais, tu lui en parles. Mais s'il rentre dans les détails, je pense que vous serez censuré. Ah ouais? Ah, mais les trucs, c'est fou. Bon, en tout cas, ouais. Il peut un peu. Ouais, je lui en parlerai et puis je vous enverrai un message. Si jamais il est OP, on le recevra avec grand plaisir. Dernière petite question. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux? Instagram principalement, Bourama tiré du, je le cherche. Tiré du bas. C'est Tiré du l'underscore, 8, donc ça tiré doit du être tiré du 8. Toi. Ouais, On partagera de toute façon ton Insta. Après, je sais pas ouais. si on peut partager. Si, on doit pouvoir. Putain, on est vraiment des novices. Enfin, moi en tout cas. On partageait une vidéo de, je sais pas, de ton dernier combat ou. Ouais, carrément, bah, vous avez dit sans reprendre les réels que j'ai hein, Ouais, bon, on mettra le lien sur mon post, sur mon. Ok. Voilà. Et si quelqu'un dans la communauté, bon, on est une petite communauté, mais aimerait t'aider, sponsoriser, il pourrait te contacter directement pour cette partie-là? Oui, il a directement le mail auquel il faut contacter. Et moi, c'est Yann qui gère un peu les sponsors là. Ok, Du coup, Yann Faimo, ou alors ils ont directement le mail sur ma bio Instagram. ok, Allez, top. Et ça sera avec plaisir. ça marche. Au top. Bon, Bon, Brahma, merci encore. Merci beaucoup, merci à vous. merci mon Ouais. petit boubou. Passe un bon week-end. Parce qu'on Ouais. est samedi matin. Et Ouais. on te dit à bientôt. Juste ne quitte Ça marche. pas. Faut que l'enregistrement Se finisse. se fasse avant de cliquer sur le bouton rouge. Ok. Allez, Allez, à plus. Merci à tous. merci à tous, ouais, à Salut. plus tard. Ciao.